Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonsoir, c'est parti pour la dernière semaine des vraies voix de l'été. Après, ça sera plus l'été. Les ministres ont retrouvé les bancs de leurs conseils et les embouteillages réinvestissent petit à petit les villes. Ça sent la rentrée, effectivement. Au sommaire de cette émission, dans un instant, la question du soir. Quel week-end de politique avons-nous eu ? On en aurait presque oublié le retour de la Ligue 1 de foot. Raphaël Glucksmann a donc déclaré sa flamme à la France, qui devra choisir à la présidentielle entre lui et Mélenchon à gauche. Enfin, après primaire et digestion des sondages. Nous vous posons la question ce soir. Hashtag élection présidentielle. Raphaël Glucksmann est-il un candidat 1. Inutile, 2. Brillant, 3. Crédible, 4. Rassembleur. Ils ont donc repris leur place à côté d'Emmanuel Macron. Les ministres, eux, pour le premier conseil des ministres d'une saison qui les mènera, quoi qu'il arrive, à leur départ. L'équipe de ministres de Sébastien Lecornu planche déjà sur les exigences du budget 2027 et les coupes sombres inhérentes. Nous ouvrons le débat à 18h05. Hashtag rentrée du gouvernement. Les Français doivent-ils se serrer la ceinture ? Vous nous direz ce que vous en pensez, même si la ceinture, on n'arrive plus à respirer. Réagissez au 0826 300 300 ou sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Allez-y, vous participez à l'émission avec les vraies voix que voici. Un incontournable, une référence. En ces temps de politique, il a lui aussi pris le retour vers les studios. Vous l'attendiez avec impatience, président du think tank gaulliste Le Millénaire, Monsieur William Tay. Bonsoir. Merci pour l'introduction, Frédéric. Bonsoir. Oui, mais ça vaut ça, ça vaut ça, ça vaut ça. Elle nous a accompagnés tout l'été et le problème, c'est que à chaque fois, on se retournait vers elle parce qu'elle est devenue la psy des vraies voix de l'été. Thérapeute en périnatalité et sexothérapeute, Déborah Schumann, ou quand regardez l'actualité d'un point de vue psy, ça va ? Ça va très bien, bonsoir Frédéric. La France se sent bien, c'est bon. Pas trop. Vous voulez qu'elle s'allonge un peu ? Elle va pas très bien, je crois. Enfin, l'homme du mois de juillet, évidemment. Mais le mois de juillet, il fait son vélo. Il a fait plusieurs tours de France. Le problème, c'est que depuis, il est devenu politicien. Bah oui, conseiller municipal de Ginesté en Dordogne, président de la FNAS, la Fédération des associations et syndicats de sportifs, Pascal Chanteur. Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et tous, et puis très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, il y a eu la première la semaine dernière, ça s'est bien passé. La deuxième, là, bon, vous êtes avec deux expérimentés, là. Oui, très bien, donc je vais me tenir à carreau. Vous êtes un peu le Paul Sexas, parce que vous êtes le petit jeune, finalement. J'ai pas le même âge. Oui, je sais. Allez, la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Le journal de 20h se terminait sur TF1 hier soir quand Raphaël Glucksmann est apparu en guest star, annonçant sa candidature à la primaire socialiste de la prochaine élection présidentielle. Donc notre question du soir, élection présidentielle en hashtag. Raphaël Glucksmann est-il un candidat inutile, brillant, crédible, rassembleur ? Alors on l'a mis dans cet ordre, mais c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, vous mettez la croix dans la bonne case. Je vous propose d'écouter les tout premiers mots hier, donc chez nos confrères de TF1, de Raphaël Glucksmann. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, je ne prends pas cette décision à la légère, surtout pas dans le moment qu'on est en train de traverser. Je ne sors pas, moi, du moule politique classique. J'étais pas attaché parlementaire à 20 ans au cadre d'un parti politique. J'étais aux côtés des rescapés du génocide au Rwanda ou des résistants à l'impérialisme russe en Géorgie puis en Ukraine. Pour moi, la politique, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas non plus une carrière. Bon, alors, puisqu'il était sur le terrain, Rwanda, tout ça, alors c'est un candidat différent, Pascal Chanteur, on est bien d'accord. Oui, je vous sens sceptique. Non, mais sa candidature, pour moi, c'était un secret de polichinelle. Il a reculé. On en parlera certainement tout à l'heure, mais moi j'ai ma petite analyse personnelle sur le sujet. Mais c'est une candidature de gauche supplémentaire. Et puis après, on va voir comment ses amis, entre guillemets, vont voir sa candidature et là, ça va être une autre paire de manches. Alors, la petite théorie, c'est notamment par rapport à la carrière de sa compagne, Léa Salamé, parce que en termes de temps, il fallait qu'elle puisse finir la saison aussi, c'est pas évident, Oui, pour moi, je pense que le fait de faire coïncider sa prestation d'hier soir et de sa candidature va en parallèle avec la carrière de sa compagne. Et ça me pose un problème pour la bonne et simple raison que moi, ce que j'attends d'un politique, c'est qu'il soit véritablement un homme d'État plutôt qu'un carriériste et qu'il cherche la place, qu'il cherche à pouvoir, comment je pourrais dire, vendre ou
essayer d'obtenir un poste quelque part. En même temps, le calendrier n'est pas si bizarre que cela. C'est-à-dire, c'est pas mal. Ils sont plusieurs à déclarer leur flamme en ce moment. Bon, on y revient. Déborah, vous l'avez trouvé. Alors, je vais pas me retourner une nouvelle fois vers la psychologue, mais quand même, vous avez observé le monsieur. On l'a senti. Enfin, on l'a senti. Ça veut dire quoi? Moi, l'ai senti un petit peu tendu, forcément, parce que l'exercice n'est pas simple. C'est quelqu'un de relâché, c'est quelqu'un de quoi? Alors, moi, je me suis trompé, puisque la semaine dernière, ici même, donc je le dis, j'ai dit non, il va pas se présenter. Bon, je me suis trompé, ça arrive. Ouais. Voilà, en même temps, on vous demande des psys et pas visionnaires, voilà, donc c'est pas pareil. De boule de cristal. En tout cas, je pensais nous, qu'il ici, on a Alexandre Dolovan pour faire ça. Voilà, mais je vais pas lui prendre sa place, ça n'est pas mon job. Voilà. Donc, je pensais pas qu'il se présenterait. Bon, il se présente. En 2 mots, et je rejoins Pascal Chanteur, j'y ai vu plus une idée de j'ai envie de me positionner, donc potentiellement de négocier des choses derrière. On y reviendra peut-être. Moi, je l'ai trouvé assez mauvais hier soir. Ça a le mérite d'être clair. Oui, je le dis assez clairement. Oui, je dis souvent les choses clairement. Je l'ai trouvé assez mauvais. Je trouve que quand il s'exprime de manière assez naturelle sur un plateau, je le trouve plutôt bon et assez brillant. Je pense que c'est un homme intellectuellement assez capé. Là, je pense qu'il avait essayé d'apprendre un peu son texte pour être sûr de dire les bons mots et qu'il avait préparé pour vraiment avoir des espèces de punchline. Il est tombé totalement à côté. Il était complètement rouge, empoulé dans son costume. Le rôle lui allait pas, en fait, très clairement. Donc, je pense que c'était pas la bonne manière de l'annoncer, en tout cas. Ça collait pas au personnage. Bon, alors ça, c'est l'aspect psychologique. Là, maintenant, l'aspect pur politique. William Tay, vous sembliez d'accord avec Déborah Schumann. Il y a une partie... pourquoi est-ce que Glucksmann l'annonce que maintenant? En fait, il y a certes des points qui le concernent sa vie privée, mais surtout, il y avait un périmètre portant sur la primaire socialiste. C'est-à-dire que Glucksmann ne pouvait pas être candidat sans avoir le soutien du Parti socialiste. Or, les socialistes ont décidé uniquement au début de l'été, donc fin juin, début juillet, le périmètre de la primaire. Et tant qu'ils ne décidaient pas d'une primaire avec ce périmètre-là, et donc sans LFI et sans les forces de gauche radicale, il ne pouvait pas être candidat. C'est pour ça qu'il a mis autant de temps sur le plan politique. Autre point aussi, il ne savait pas s'il fallait y aller avec ou sans primaire. Et donc, il y a eu tout un processus chez lui pour savoir un peu comment faire pour pouvoir se dégager un espace. Il ne peut pas y aller sans primaire, on est d'accord, parce que seul avec place publique... Non, il pouvait pas. Et surtout, moi, ce que je sais, c'est que le périmètre de la primaire a été organisé pour qu'il gagne. Donc c'est pour ça. D'accord. Donc c'est-à-dire que vous nous annoncez ce soir sur Sud Radio... Il va gagner la primaire. D'accord. Pourquoi ? Parce que les adhérents socialistes votent de la façon suivante. Ils votent à 50-50 pour les derniers congrès, 50% pour gauche radicale type ligne fort, union de la gauche, 50% pour ouverture social-démocrate. D'accord, les descendants de Rocard. Quoi. Descendants de Rocard. Mais vous ajoutez en plus les adhérents place publique, dont 100% va voter Glucksmann. C'est-à-dire qu'il est certain de gagner. En fait, le périmètre de la primaire a été organisé pour lui, et c'est pour ça que vous avez une adhésion à 15 € et non pas à 2 € pour pas ouvrir très largement, pour faire en sorte qu'il y ait plus d'adhérents qui soient plus pro-Glucksmann. En tout cas, c'est organisé pour. Après, il peut toujours perdre, mais en tout cas, c'est organisé pour ça. Oui, parce que pour voter pour ces primaires, il faudra payer 15 €, mais ne pas forcément avoir la carte du parti. Et donc, sociologiquement, ça fait que ce sont des adhérents qui sont plus proches de Glucksmann en termes de ligne, ils sont plus âgés, ils sont plus riches, ils sont plus professionnels, etc. Ensuite, après, sur sa ligne de campagne. Juste un mot, vous donnerez 15 € pour voter, Pascal Chanteur, ou pas? Non, mais moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est où est la démocratie exactement? Il vote quand même. C'est un vote. Oui, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde. Oui, il faut payer. Alors, c'est vrai que l'un dans l'autre, 15 € pour payer, pour voter. C'est une somme énorme, 15 €. Non, mais en fait, les partis sont organisés comme ça. Vous avez à peu près 3 primaires qui sont possibles qu'on a fait dans l'histoire de France. Soit vous faites des primaires qui sont fermées à un parti politique, ou si vous êtes adhérent du parti politique pour entrer, l'adhésion est entre 20 et 30 € régulièrement, que ce soit à gauche ou à droite. C'est pas une question de parti. Soit vous faites ce qu'on appelle une primaire ouverte. Et ben en fait, là, c'est ce qu'a fait le Parti socialiste en 2011 pour désigner Hollande, ou en 2016 les Républicains pour désigner François Fillon. Là, vous payez 2 €, et là, vous pouvez inscrire très largement. Le problème de cette primaire ouverte, nous, on a écrit un rapport dessus, c'est qu'il faut environ 18 mois pour l'organiser. Parce qu'il faut contacter tous les bureaux de vote, il faut contacter toutes les mairies, etc. Donc, matériellement, quand vous décidez d'une primaire en juin, si vous mettez 18 mois, vous l'organisez après la présidentielle. Donc ça, c'est plus possible. C'est pour ça il est fort, ce William Tay. Il nous éclaire. Et après, le troisième paramètre, c'est d'organiser ce que eux ont établi, une primaire semi-ouverte, où en fait, vous coupez la poire en deux, ou vous réservez ça aux adhérents du parti politique. Mais comme être adhérent d'un parti politique confère un droit et que vous payez 20-30 balles d'habitude pour adhérer, et ben vous pouvez pas ouvrir très largement, parce que sinon vous avez créé des droits entre ceux qui sont adhérents et ceux qui sont pas adhérents et qui débarquent en payant 2 €. Je parlais de la Ligue 1 de football, c'est comme quand vous êtes abonné et que vous avez un déplacement pour aller faire un match de Ligue des Champions. Imaginez-vous, vous êtes abonné à Ligue 1 Plus à 15 balles et qu'ensuite après il faut 9 professionnels à ouvrir tout à 2 €, vous n'êtes pas content d'avoir payé 15 €. C'est un peu pareil pour les adhérents du Parti Socialiste.
Voilà. Bon, alors, sur ce regard très précis, et bravo les 3 vraies voix, évidemment, nos auditeurs vont nous donner leur avis dans un instant au 0826 300 300. J'aimerais quand même qu'on réécoute en tout cas une partie de ce qu'a déclaré Glucksmann à propos de celui qui est finalement son principal adversaire dans un premier temps, Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je vous le dis, la seule manière pour la gauche de revenir au pouvoir, c'est d'être absolument clair. La gauche française, eh bien, elle ne se prosterne pas devant les dictateurs. Elle ne fait pas des jeux sur les non-juifs dans les meetings. Elle ne fracture pas en permanence la société en surfant sur les fièvres identitaires. Et je vais vous le dire, il faut arrêter d'avoir peur de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça son point fort, Pascal Chanteur, à Raphaël Glucksmann, de bien se positionner par rapport à Mélenchon? Oui, non, mais oui, c'est certainement un de ses points forts. Mais encore une fois, quand j'entends William, pour l'instant, j'aimerais quand même bien savoir comment va se comporter François Hollande dans cette situation-là. Parce que c'est comme dans une course de vélo. C'est qu'il y a des étapes à passer. Et là, j'aimerais quand même bien savoir comment ça va se passer, parce que là, on parle d'un éléphant. Oui, mais Hollande, par rapport à Mélenchon, par exemple, se positionne moins clairement. Si. Moins clairement. Non, si. Pareil ? Ah oui. En fait, Hollande, qu'est-ce qu'il prépare comme coup ? Hollande, le pari qu'il a, c'est que se dire que Glucksmann va s'effondrer dans les sondages, après, donc, une fois qu'il est désigné, donc fin septembre, et qu'ensuite, après, les socialistes n'auront pas le choix pour sauver leur poste aux députés. En fait, ça se passe comme ça. Les investitures aux législatives, les partis de gauche savent qu'il faudra faire une alliance NFP pour pouvoir se sauver face aux centristes et faire rapport au Rassemblement national. Donc, NFP qui a connu un clash terrible à l'Assemblée. C'est là où on rentre dans le détail. En fait, ils vont calculer le nombre de circonscriptions législatives, chaque parti, en fonction du score à la présidentielle. Donc, c'est-à-dire, si Mélenchon fait 25 et que le socialiste fait 5, les socialistes, ils récupèrent rien du tout. Donc, Olivier Faure est obligé de mettre un candidat qui fasse le plus gros score possible pour négocier le meilleur accord pour sauver son groupe parlementaire. Et donc, l'idée de Hollande, c'est de se dire que Glucksmann s'effondrant parce qu'il n'a pas d'expérience politique, parce qu'il est moins charismatique que Mélenchon, il sait moins bien parler, il n'a pas d'expérience, etc. Et ben, il va s'effondrer. Et donc, Olivier Faure et les autres socialistes seront obligés de le supplier de revenir pour pouvoir être candidat. Mais lui-même. Et Hollande pense qu'il est plus charismatique que Glucksmann, ce qui n'est pas gagné d'avance, je voudrais pas dire. Mais il pense qu'il est moins, repoussant que Glucksmann vis-à-vis en termes de bourde, etc. Bon, Déborah Schumann, je reviens quand même parce que Pascal Chanteur a botté en touche, mais c'est parce qu'il rechigne à faire 2-3 compliments à Raphaël Glucksmann quand même. Il a le mérite d'être clair sur l'éloignement par rapport à Mélenchon, non ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, mais ça n'a pas été le cas auparavant. Ça n'a pas été le cas, je crois, pour les européennes. Je ne sais plus quelles sont les élections sur lesquelles pour les européennes aussi. Il est toujours en LFI. Pas réellement. Il a dit à un moment donné, plutôt que de dire dans certaines villes on peut aller voter avec Renaissance ou autre, il a dit bah non mais on reste à gauche. Donc non, lui il a dit c'était ni LFI ni RN. Alors moi je trouve pas ça très. Alors là il l'a dit hier soir. Et il l'a pas dit tout de suite d'ailleurs. C'est assez surprenant parce que dans le discours, quand on l'écoute tel qu'il l'a dit, il a tout de suite parlé et beaucoup parlé du RN. En première intention, il a ensuite parlé des partis du centre et donc des partis au gouvernement aujourd'hui, mais il a tardé ensuite à parler de Mélenchon. On s'est même demandé s'il allait y aller et s'il allait dire un truc sur Mélenchon. Donc vous êtes un peu sceptique sur ce... Je reste quand même en observation parce qu'il faudra bien un moment se rappeler de toute façon. C'est le vieux rêve de l'union de la gauche. Vous, William, vous dites non, c'est clair. Non, moi je pense que Raphaël Glucksmann a certes du retard et il manque d'expérience politique, mais au moins il permet à la gauche d'avoir un minimum de fierté et de pas avoir une gauche qui se soumet idéologiquement, culturellement et politiquement à Mélenchon. Parce que depuis 2017 et depuis que Mélenchon est en tête des forces de gauche, quasiment tous les autres de gauche n'ont une seule vocation, c'est se coucher devant Mélenchon. Hormis Jérôme Gage, d'ailleurs. Hormis certains. Mais lui, parmi les présidentiables ou parmi ceux qui figurent en tête des chartes, et ben lui au moins il a eu le mérite de le faire. Deuxièmement, il a eu le mérite aussi de dire qu'il fallait pas d'accord avec la France Insoumise, c'est ce qu'il avait demandé à Olivier Faure de pas faire d'accord avec la France Insoumise. Et puis dernièrement aussi, c'est-à-dire qu'il est prêt à sauver les valeurs qu'il porte et les idées qu'il porte et pas les sacrifier pour sauver quelques postes et quelques sièges. Et ça, au moins, en politique, c'est rare, il faut le souligner. Bon. Et William, vous n'êtes pas forcément proche politiquement, vous n'êtes pas du tout de Raphaël Glucksmann, mais vous l'avez avoué, contrairement à Pascal Chanteur, qui n'a pas voulu l'avouer et qui n'est toujours pas proche de Raphaël Glucksmann. Bon, voilà, ainsi va la vie de notre vraie voix. Les auditeurs de Sud Radio, dans un instant, vous prenez la parole. 0826 300 300, la question, Raphaël Glucksmann est-il un candidat ? Alors vous avez le
choix. Inutile, brillant, crédible, rassembleur. Faites votre choix et puis vous nous appelez pour nous le dire. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix, nous sommes en pleine opération. Le patient s'appelle Raphaël Glucksmann. Il est opéré par nos trois chirurgiens, William Tay, Déborah Schumann et Pascal Chanteur. Royal, Brun, Gage, Cazeneuve, Boismran, Tondelier, Ruffin, j'ai même entendu Hollande et maintenant Glucksmann. Ça fait du monde sur la voie de gauche en double fil. Encore faut-il justement recueillir suffisamment de voix pour exister face à Mélenchon. Notre question du soir, votre question du soir, #élection présidentielle. Raphaël Glucksmann est-il un candidat 1 inutile, 2 brillant, 3 crédible, 4 rassembleur? Nous avons proposé d'intervenir à l'antenne. Nous sommes avec Corinne, Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Corinne. Bonsoir à toute l'équipe de Sud Radio. Bon, vous avez vu, on s'occupe du cas de Raphaël Glucksmann. Hein. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour le patient Glucksmann? Non, mais franchement, vous savez que Glucksmann, c'est un petit Macron, hein. Un petit Macron, un peu moins dictateur, mais je veux dire, c'est un petit Macron. D'accord, oui, je pense que c'est pas vous qui allez sauver Glucksmann. Allez-y, Corinne, oui. C'est un européiste BA. Donc moi, les européistes BA, je veux dire, quand on n'aide pas son pays, quand l'électricité, on fait crever les entreprises, nos petits boulangers, nos petits fermiers, nos petites industries, parce qu'elles peuvent pas payer l'électricité, alors que l'Espagne et le Portugal ont arrivé à ne pas s'indexer sur le gaz. Donc moi, les Européens BA, déjà, quelqu'un qui est à 100% BA sur quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Bon, donc, d'accord. Voilà. Alors déjà, mais je pense. Alors Corinne, je ne sais pas trop. Enfin, j'ai quelques petites infos qui m'arrivent du Standard, mais vous êtes plutôt à gauche, vous, hein? Vous êtes de gauche. Moi plutôt à gauche, oui, ouais. Mais je suis orpheline. Ça fait déjà 2 fois que je vous le dis. Je suis orpheline. Je vais vous donner juste un petit exemple. 2 minutes, 30 secondes. Je vais vous expliquer. J'étais à Chamonix, gardienne d'immeuble pendant 14 ans. J'ai travaillé toute ma vie. Hein. Pour partir à la retraite, j'ai touché 11 000 euros, alors que les propriétaires ont payé 42 800 euros. Qu'est-ce qu'ils foutent de ce poignon? Non, alors, vous voyez, moi, c'est une gauche qui n'a jamais aidé quand même le petit peuple. C'est une gauche qui me fatigue un peu. Alors, il y a Ruffin et vous avez dit un autre nom, le maire de... Alors, Boismran, Karim Boismran, peut-être. Voilà, les deux-là seraient un petit peu à sortir un peu du moule, parce que maintenant, il faut quelqu'un de ouf. Hein. Il faut quelqu'un qui bouge tout, hein. Qui enlève l'administration, toutes les agences qu'on comprend rien. Vous savez que dans le Covid, 34... Sur la médecine, faut arrêter tout ça. Alors, Corinne, c'est vrai. Alors, merci de nous dire ça parce que bon, vous êtes une électrice au départ de gauche, et quand j'ai fait mon petit clin d'œil sur tous ceux qui sont sur la voie de gauche en double fil pour la primaire, c'est vrai qu'il y a ceux du PS autour de Glucksmann, mais il y a tous les autres, et il y a Ruffin. Et qu'est-ce qu'on fait de Ruffin, et qu'est-ce qu'on fait de Tondelier, etc., etc. Restez avec nous, Corinne, parce que je veux quand même interroger nos vraies voix. C'est vrai, William Tay, là, parce que on est en train de dire, bon, soit Mélenchon, l'axe radical, soit une primaire un peu élargie, mais il n'y a pas que ça. Ils vont pas s'en sortir dans l'axe gauche de la politique française, là, non? Il y a trop de monde. Non, moi je pense qu'il n'y aura pas... Moi, depuis le début, les gens me disent, et m'interrogent de la même manière, il y a 18-20 candidats. Moi, je pense qu'il n'y a pas de place pour 18-20 candidats. C'est clair. Non, mais c'est matériellement, c'est très simple. D'une part, il faut 500 parrainages pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Il n'y a pas tout le monde qui a 500 parrainages. Deuxièmement, une élection présidentielle, ça coûte cher. Ça coûte 18 millions d'euros au premier tour. Il n'y a pas tout le monde capable de sortir 18 millions d'euros. Et après, dernier point, c'est qu'en fait, il faut dépasser les 5% pour pouvoir être remboursé. Or, comme vous avez au sein des blocs, on sait à peu près que Marine Le Pen a très de fortes chances d'être au deuxième tour. Il reste plus qu'une deuxième place. Il reste plus qu'une deuxième place pour la deuxième place. Et donc, forcément, tous les électeurs qui sont de droite et du centre, vous votez pour soit Attal, Retailleau, Philippe, mais ils vont mettre le mieux placé. Donc, pour l'instant, Édouard Philippe. Et à gauche, vous avez un processus qui s'est passé en 2017 et 2022, ce qui s'appelle le vote utile. Ils vont mettre celui qui a le plus de chances d'aller au deuxième tour. Et donc, vous aurez des candidats qui risquent de finir avec 1%, 0,75, etc. Mais Ruffin n'a aucune chance, par exemple? Ruffin, non, je suis désolé. C'est quelqu'un qui est très sympa, mais il est très intelligent, mais non, il n'a aucune chance. Non. Alors, écoutez ce que dit Mélenchon, lui, de son côté, après avoir appris l'annonce d'une candidature supplémentaire pour les primaires côté socialiste. Ce que je veux leur dire à tous, c'est, par pitié,
faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Parce que là, vous allez finir par prendre votre décision. On vient de se taper 10 ans de Macron, et vous, 6 mois avant, on ne sait toujours pas ce que vous allez faire. Ni quelle est votre ligne, ni quel est votre candidat. Et je le dis sans moquerie. Vous savez, la gauche est un tout. Il faut que tout le monde s'y mette. Nous, on ne peut pas, nous tout seuls, convaincre tout le monde. Et le but de l'élection, c'est de faire que des gens qui ne votaient pas, ou qui votaient à gauche mais n'ont plus envie de le faire, aient à nouveau envie de le faire. J'aime toujours bien challenger les anciens sportifs de haut niveau. Alors j'y vais. Pascal Chanteur, vous êtes d'accord avec Mélenchon? Non, mais ça c'est clair qu'à un moment donné, les gens doivent choisir. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la candidature de Glucksmann, c'est qu'ils ont mis un certain temps. Aujourd'hui, comme l'a dit William, comme l'a dit William, très bien, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se rallier pour avoir un candidat de gauche qui soit en possibilité de pouvoir concourir face au reste des candidats. Mais avec un programme aussi. Et avec un programme. Et tout à l'heure, tu posais la question de savoir utile, inutile, compétent, crédible, rassembleur, brillant. On l'entend bien parce que ce qui est important, la parole des Français, elle est importante. C'est ce qu'a dit Corinne. Il est inutile, clairement. Et c'est ma vision des choses. C'est qu'à un moment donné, je pense que ce genre de tambouille politique, elle devrait être faite en interne. Et clairement avoir un message fort, avoir un candidat solide, c'est vrai, et puis d'être tous ralliés derrière pour pouvoir... C'est un peu... Encore une fois, tu parlais de sport, mais c'est la même chose. Nous, quand on emmène un leader, on n'emmène pas le porteur d'eau. On emmène le leader. Parce qu'on sait que c'est lui qui peut gagner. Eh bien, à un moment donné, les politiques, et encore une fois, je reviens, il est important d'avoir des hommes d'État qui soient véritablement structurés plutôt que des porteurs d'eau et qui sont juste là pour essayer de trouver un poste et une posture. Corinne, vous... ce qu'il a dit le monsieur, c'est très bien ce qu'il a dit le monsieur. Eh ben voilà. Merci Corinne. Corinne, Pascal, Corinne, voilà. Vous dites quoi alors? Glucksmann, c'est un candidat inutile, brillant, crédible ou rassembleur? Ah non, mais c'est quelqu'un de brillant. Moi, j'ai pas sur la personne. Moi, mais le candidat, le candidat. Le candidat 0. Hein. Alors donc, vous dites inutile. Vous dites inutile. Oui. D'accord. Je dis comme le monsieur. Et je vais vous encore autre chose, c'est que tous ceux, les socialistes, les forts, les machins, mais même le Édouard Philippe ou le Attal, tous ceux qui ont magouillé avec le comment il s'appelle aussi, le Vauquier là, qui allait avec Macron. Tous ceux qui ont magouillé avec Macron n'ont aucune chance. Bon. Le peuple ne dira pas. Bon, il y aura l'héritage. Le peuple et il y a aussi les chefs d'entreprise et les gens, ils en ont marre de se faire tondre. Et je veux dire, ils n'ont pas oublié. Ils n'oublient pas que la catastrophe dans la merde où on est en France et ce qu'on va transpirer pour payer la dette, les conneries d'un homme et de toute son équipe. Donc, quand vous savez pas gérer, quand vous savez pas organiser, quand vous avez que vos copains à placer, à ranger dans des trucs, des machins, comme dirait De Gaulle, qu'on sait même pas à quoi ça sert, avec aucune pour dissoudre la responsabilité des gens, comme plus personne n'est responsable maintenant. Donc, le peuple et la France n'oubliera jamais le mal qu'ils ont fait. Corinne, vous êtes, alors moi je mets brillante. Voilà. Hein, voilà, c'est ça. Et pas inutile. et pas inutile, évidemment. Déborah Schumann, on voit bien qu'il y aura aussi un problème de positionnement par rapport à l'axe central. Glucksmann, c'est quand même très proche d'Attal. Oui, c'est très proche d'Attal, mais hier soir, il l'a dit très clairement. Il a dit qu'il ne voulait absolument pas se rallier, en tout cas, à ceux qui étaient aujourd'hui au gouvernement ou au parti du centre. Donc, c'est très étonnant, puisqu'en effet, moi, je le trouve beaucoup plus proche d'un Gabriel Attal que des autres membres de gauche. Donc, je n'ai pas bien compris sa stratégie. Mais après ça, c'est un homme brillant. Je le dis très clairement. Pour moi, c'est un homme intellectuellement brillant. Mais je pense qu'il représente... ce que je vais dire va peut-être pas plaire à plein de gens, mais il a un côté gauche caviar, c'est-à-dire celle qu'on a connue il y a bien des années et qui revient. Enfin, je trouve ça, je suis désolée, mais tout le monde se pose la question vis-à-vis de sa compagne, mais il y a quand même un côté gauche caviar dans tout ça. Nous marquons une respiration, c'est passionnant. Dans un instant, le résultat de la consultation sur notre question du soir concernant Raphaël Glucksmann. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.
Embouteillage sur la voie de gauche, bien difficile d'y voir clair. En tout cas, Raphaël Glucksmann a donc fait acte de candidature. Nous vous posons la question ce soir, vous y répondez. Et on a eu un bon moment avec Corinne, notre auditrice. Nos 3 vraies voix, évidemment, qui sont sur le grill et qui auscultent tout ce qui passe. William Tay, évidemment, Déborah Schumann et Pascal Chanteur, nos 3 vraies voix. Alors, consultation, donc, hashtag élection présidentielle. Raphaël Glucksmann est-il un candidat? 1, inutile, 2, brillant, 3, crédible, 4, rassembleur. C'est notre Quentin Saunier qui, évidemment, ausculte lui aussi tout ce que vous dites, notamment sur le compte YouTube, c'est ça, hein? La chaîne YouTube, exactement. On vous a donc posé cette question et vous répondez inutile à 95%, donc très large, oui, quand même. Oui, large majorité. Vous nous laissez aussi beaucoup de... Et est-ce que, juste brillant, on a combien? Brillant, 2%, crédible 2% et rassembleur 1%, ce qui nous fait le 100%. Donc le rassembleur 1%, ça c'est pas anodin, William Tay. Ça veut dire que rassembleur, c'est ce qui a été le moins, alors que c'est peut-être éventuellement son atout pour une gauche social-démocrate, non? Non, moi je trouve même pas. D'accord. Moi je trouve que la seule qualité qu'il a, c'est qu'il est nouveau. Ouais. Et donc en fait, on peut toujours dire qu'au moins il tourne la page de toutes les erreurs socialistes depuis 40 ans, parce qu'il faut quand même le rappeler. Toutes les erreurs et tout ce qu'avait rappelé Corinne, c'est tout le mandat qu'avait laissé François Mitterrand en 1981, où notamment, en fait, si on le rappelle, parce qu'il y a un chiffre intéressant qui est sorti ce matin, c'est qu'en fait, à l'époque avant François Mitterrand, à l'époque de Giscard, la France était plus riche, enfin, un Français était plus riche qu'un Américain, un Britannique et un Allemand. Et aujourd'hui, le chiffre qui est sorti, c'est qu'un Français, maintenant, est moins riche que la moyenne de la zone européenne. C'est-à-dire que vous allez encore plus loin. C'est-à-dire que vous taclez au niveau des genoux et vous faites une opération à cœur ouvert. Non, mais moi, je pense que les socialistes sont malins politiquement. Ils se disent, ils sont tous mauvais, donc il faut un nouveau. Voilà. Très bien, très bien. Bon, mais les socialistes peuvent très bien être forts. Alors que disent les auditeurs dans la consultation? Beaucoup de commentaires. On a Benoît qui nous dit Raphaël Glucksmann est crédible, mais uniquement pour la gauche. On a Françoise qui nous dit ce n'est pas le candidat qui me donnera envie de me rendre aux urnes. Et enfin, on a John avec un peu d'humour qui nous dit 2 de tension dans la parole et un regard vide. C'est un peu Macron, mais avec moins de peps. C'est ce que disait Déborah. D'accord avec l'analyse, Déborah? Oui, alors sauf que quand même pour Macron, je pense que c'est un homme brillant et c'est un homme qui sait extrêmement bien s'exprimer. Je pense qu'au contraire, il est très communicant. C'est ce que dit là l'auditeur qui dit mais avec moins de tension, quoi. C'est l'idée. Ouais. Macron a un niveau au-dessus, en tout cas. Je dis pas qu'il a raison, je dis que dans sa manière de communiquer, il a un vrai charisme que là, Glucksmann n'a pas eu hier soir. Très bien, très bien. Alors, merci beaucoup, Quentin Saunier. Vous savez ce qu'on va faire? Puisqu'ils sont bien lancés, nos 3 vraies voix sur la politique, il se trouve que leur tour de table va un peu prolonger ce débat. Tour de table. Les vraies voix Sud Radio. Alors, j'avais pas mon petit truc tour de table que j'aime bien, Maxime, mais bon. Ouais. Je vais vous le trouver. Non, mais c'est pas grave, Maxime, c'est pas grave. Demain, promis. Oui, d'accord, très bien, très bien. Alors, c'est à vous de commencer, Pascal Chanteur. Bilan sur la fin de l'université de LFI. On a entendu tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon réagir justement sur Raphaël Glucksmann en disant je me trouvais plutôt assez pertinent, c'est-à-dire il rentre pas dans le conflit, il dit ça serait bien qu'ils aient un programme. Bon, est-ce qu'il a été brillant selon vous aux universités? Non, mais Mélenchon, il est toujours brillant dans ses prises de parole. On le reconnaît, on reconnaît son intelligence, sa dextérité verbale. Il est très fort à ce sujet. Et d'ailleurs, on en parlait avec William. Je pense que s'il devait y avoir un face-à-face avec Glucksmann, je pense que Glucksmann s'éteindrait rapidement. Non, moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est le style politique que l'on connaît bien de Mélenchon. C'est un style clivant, fait d'affrontement. Alors, bien sûr, il a son noyau dur, mais il est limitant dans les modérés. Donc après, il va falloir qu'il travaille là-dessus, et ça sera certainement dans un second temps. On voit bien qu'il recherche le vote communautaire. Ça, c'est quelque chose de très important. Ses points négatifs, c'est que il y a une division de la gauche. On en parlait tout à l'heure. Ça, c'est un vrai problème pour lui. Et puis, pour moi, ce qui est véritablement important, c'est le discours anti-police. Le discours anti-police, pour moi, c'est désastreux. Mais là où ça va le plus loin, c'est que dans ces différentes prises de parole, il y a Louis Boyard, les dérives autoritaires, la suppression de CNews, encore une fois, les déclarations anti-police, tous racistes, remplacement de l'IGPN. En fait, c'est des choses où aujourd'hui, les Français ne se reconnaissent pas, pour la bonne et simple raison que on recherche du calme,
on recherche de la sécurité et on recherche des gens qui nous emmènent vers une direction, et c'est pas le cas. Manon Ombry, interdire les milliardaires qualifiés de nuisibles, mais ça c'est dévastateur. Oui, le terme nuisible est très limite. Mais comment c'est possible? Raphaël Arnault, on n'en parle même pas. C'est pour moi un voyou. Mathilde Panot, chef de LFI, celui qui demande à mener des mouvements de rue et de faire des grèves dès la rentrée. Mais en fait, ils ne sont là que pour bordéliser et mettre le chaos dans le pays qui est déjà en difficulté. On entendait Corinne tout à l'heure. C'est pas ce qu'ils recherchent, les gens. Ils recherchent du calme, ils recherchent quelqu'un qui les amène dans une direction clairement définie, et si on doit se serrer la ceinture pour arriver vers un résultat, pourquoi pas? Les Français sont prêts à l'entendre. Mais aujourd'hui, c'est totalement dilué, on ne sait pas où on va, on augmente à droite, on augmente à gauche, on augmente... Enfin bref, tu en parleras tout à l'heure. Nous en parlerons effectivement. Bon, alors, juste un mot concernant Raphaël Arnault, parce que bon, vous avez employé le terme de voyou. Bon, il y a une condamnation, William Tay, concernant Raphaël Arnault pour... Voilà, il en a plusieurs. D'une part, c'est le fondateur de la Jeune Garde. La Jeune Garde a été dissoute parce qu'elle respectait pas quand même les règles républicaines. Donc normalement, c'est quand même dur d'arriver à une dissolution. Parce qu'il est quand même député, du coup, ça fait pas de lui forcément un voyou, mais il y a des condamnations. Donc il y a des condamnations. Et puis Louis Boyard n'a pas été condamné, mais il a admis lui-même qu'il faisait du deal et qu'il dealait de la drogue. Donc c'est quand même ça, quand même la France insoumise. Il y a quand même une autre personne qui a admis qu'elle prenait de la cocaïne alors qu'elle était députée. Vous avez une autre personne aussi qui avait admis en fait avoir des... Non, il y avait Adrien Quatennens qui était ancien député de la France Insoumise qui avait giflé sa compagne. Et il y en a plusieurs qui ont été condamnés ou en tout cas où il y a eu des procès pour notamment violences conjugales et sexuelles. Donc ça paraît quand même compliqué pour eux de défendre les femmes lorsque leurs représentants frappent des femmes. C'est quand même compliqué. Déborah Schumann, finalement, l'avènement de LFI est la meilleure des choses qui puisse arriver au RN, puisque c'est dans ce cas, finalement, au deuxième tour, où le fameux plafond de verre peut exploser, en se disant, la majeure partie des Français, dire je préfère RN plutôt que Mélenchon, c'est un peu ça l'idée? Oui, je crois sincèrement que on reproche beaucoup Emmanuel Macron d'avoir fait monter le RN, ce qui est absolument vrai de mon point de vue, même s'il a tenu le discours en disant je donnerai des bonnes raisons aux Français de ne pas voter pour le RN, mais il a aussi fait monter la LFI. Et le problème, c'est que la LFI fait gravement en fait changer le point de vue des Français vis-à-vis du RN. Donc on est, pour moi, dans un étau, c'est-à-dire qu'on est d'un côté avec une extrême droite qui devient presque normal, accessible, audible, ce qui n'était pas le cas avant, et avec des gens à l'extrême gauche, comme la LFI, qui aujourd'hui, en effet, ont un vote communautaire. Pas toutes les communautés, on va bien le dire, parce qu'il y a des communautés qui ne sont pas représentées, voire stigmatisées, et qui, en effet, créent aujourd'hui une tension en France. Pour moi, ce ne sont pas les gens rassembleurs. Ce sont des gens qui divisent. Et c'est sur le chaos et la division qu'ils sont en train de construire les choses. Or, on ne devient pas, pour moi, un président quand on divise et qu'on met les communautés les unes contre les autres. Pour moi, rien que sur ce point-là, on a un vrai problème au départ. Alors, très important. On va passer au tour de table de William Tay, parce que on est un peu dans la continuité. Nous allons parler avec vous des écologistes, c'était votre choix. Mais j'aimerais quand même, pour faire le lien, parce que vos tours de table forcément étaient très politiques, chère Vraie Voix, donc ça s'enchaîne parfaitement bien. Je vous propose d'écouter quand même Yannick Jadot. Et ce que dit Yannick Jadot, on boucle la boucle par rapport à Raphaël Glucksmann, c'est je le rejoins, c'est lui l'option. Mais on va voir que le reste des Verts, c'est pas le cas, et ça sera votre tour de table. Donc écoutons Yannick Jadot. Je suis convaincu que Raphaël Glucksmann est le candidat le mieux placé, à la fois pour réconcilier les besoins de justice sociale, l'impératif écologique dont tout le monde parle, la démocratie, l'Europe, et qu'il peut gagner cette élection présidentielle. Et on a sacrément besoin d'optimisme, ça a été dit, on a besoin d'engagement, on a besoin de mobilisation. Alors, William Tay, ça nous amène à votre tour de table. Est-ce qu'on n'a pas assisté ce week-end à l'explosion des Verts? Donc Yannick Jadot qui s'est positionné, et vous souhaitez revenir sur Marine Tondelier qui appelle à la désobéissance. Oui, tout à fait. Faites le lien, vous le ferez très bien, vous allez vous régaler. Les Verts ont explosé et Marine Tondelier a été mise à mort ce week-end des deux côtés. C'est-à-dire par Yannick Jadot qui rejoint Raphaël Glucksmann et également par Sandrine Rousseau qui appelle au retrait de sa candidature pour rejoindre Jean-Luc Mélenchon. Donc qu'est-ce que les deux disent, qui sont quand même membres d'Europe Écologie Les Verts? Ils disent Marine
Marine Tondelier, ta candidature ne sert à rien, il faut te retirer. Et elle-même, pour se sauver de cet cataclysme, réussit à aller encore plus loin en enfonçant le dernier clou de cercueil sur sa candidature. Pourquoi ? Parce que Marine Tondelier, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, oui, nous, il faut qu'on combatte le Rassemblement national parce que le Rassemblement national serait, entre guillemets, fasciste. Et donc, qu'est-ce qu'elle propose pour lutter contre le fascisme ? Elle propose d'utiliser des méthodes antidémocratiques et fascistes, notamment en appelant à ce qu'on appelle la désobéissance civile. Qu'est-ce que c'est que la désobéissance civile ? C'est-à-dire qu'en cas de victoire du Rassemblement national, elle appelle les gens à se révolter et à ne pas respecter le verdict des urnes, les choix légitimes et les choix démocratiques. Donc, c'est-à-dire que pour elle, pour lutter contre des partis qui sont théoriquement anti-républicains et antidémocratiques, elle appelle à des méthodes antidémocratiques et anti-républicaines. Donc Marine Tondelier, vraisemblablement, n'a pas compris l'histoire de la gauche, elle n'a pas compris le mouvement auquel elle appartient. Elle réussit à détruire les Verts, elle a réussi à faire ce que les autres partis politiques rêvaient de faire. Ça veut dire qu'en fait, pendant longtemps, les gens ont voulu dénoncer l'écologie politique parce que c'était contre-nuisible, notamment en raison de l'écologie punitive, sur l'économie et sur ce qui se passe. Et grâce à Sandrine Rousseau et grâce à Marine Tondelier, ils ont réussi à détruire l'écologie politique et on peut la remercier pour ça. Oui, alors, même si l'écologie politique n'appartient finalement... Non, mais je parlais du parti. Oui, voilà. Mais l'écologie politique, on voit bien que quand on voit un gouvernatori qui est carrément avec Ciotti aujourd'hui, et puis Yannick Jadot qui est avec Glucksmann, bon, on voit bien que ça s'éparpille. Alors par rapport à ce que vient de dire William T, cher vraie voix, Pascal Chanteur, bon, on sait plus où ils vont aller les Verts, quoi. Déjà, Yannick Jadot, c'est qui ? Il est sénateur. Jadot est sénateur. D'accord, mais j'avais oublié. J'avais oublié qu'ils existaient. Chef du parti. J'ai oublié qu'ils existaient, les Verts, pendant les feux. On en parlera tout à l'heure. Pas les feux verts, évidemment. Non, pas les feux verts, non, les feux là où les gens étaient dans un désastre total, on en parlera tout à l'heure. Ils étaient où ? Parce que si on a été dans cette situation, ils en sont un petit peu responsables aussi. Voire beaucoup. Pour les questions de politique de débroussaillement, par exemple, exactement, etc. Les DFCI, les bassines, les points d'eau et d'autres choses. Donc Yannick Jadot, je vais passer le dossier. Yannick Jadot est plutôt constructif. Je veux dire, on ne peut pas parler là de radicalisme écologiste. Non, du tout. Il se rallie à Glucksmann, qui est inutile. Je le répète. Madame Tondelier, pour Madame Tondelier, comme l'a dit très justement William, c'est qu'à un moment donné, si elle veut contrer une élection probable peut-être du Rassemblement national, elle peut demander à manifester, elle peut faire grève, elle peut saisir le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire des choses légales. Là, elle demande encore une fois une désobéissance civile. C'est quelque chose de hors la loi. C'est pas ça qu'on recherche. Alors ça c'est une question quand même, parce que Déborah Schumann, tout le monde se pose la question. Chaque fois que ça revient sur vous, je ne sais pas pourquoi, l'élection du RN, à chaque fois ça revient sur vous. Alors vous n'êtes pas du tout RN, mais non, certainement pas. Voilà. Mais je tout le dis le monde, très clairement. Oui, mais tout le monde se pose la question de savoir, et que se passe-t-il le lendemain de la possible élection de Marine Le Pen dans la rue, quoi. Que se passe-t-il ? Même si en effet, comme vous venez de le dire, je ne suis pas pour le RN, il y aura eu une élection. Et pour moi, les Français réagissent comment ? Les Français devraient réagir comme on réagit à chaque élection. Oui, mais comment risquent-ils de réagir avec des partis, comme le dit William T, Marine Tondelier, qui disent désobéissance ? Tout à fait, on se retrouvera dans un système, à la Trump, où il dit l'élection n'est pas légitime et allez-y, cassez tout. Et pour moi, ce n'est pas démocratique. La démocratie, c'est que les Français vont voter et que même si nous ne sommes pas satisfaits du résultat, le résultat sera ce qu'il sera. Et donc le combat se mènera, de mon point de vue, en tout cas, c'est comme ça que j'envisage les choses, politiquement ou légalement, mais certainement pas en allant brûler les choses. Donc ils se mettront en défaut, ils se mettront exactement comme un Trump qui a dit allez tout casser. Et ça pour moi c'est absolument inacceptable en réalité. Qu'est-ce qui se passera le jour où le RN sera là ? Je pense que même si je suis évidemment farouchement opposé au RN, le lendemain, je ne pense pas que la France va se mettre d'un coup à devenir une dictature. Donc, il y aura des moyens légaux de les combattre dans les urnes. Il y a aussi effectivement à l'Assemblée et au Sénat. Voilà, des visions différentes dans l'opposition à l'élection du Rassemblement national, et c'est très intéressant. Les vraies voix, c'est super intéressant, je suis d'accord, mais on doit marquer une petite respiration, puis ça va être le tour de table de Déborah Schumann, justement, qui va revenir sur le climat. Tiens, ces chiffres du climat qui sont terriblement angoissants.
Et là, la psychologue va vous dire 2-3 mots là-dessus, Déborah Schumann. Allez, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Quand je vous disais que ce week-end politique a été incroyable, nous nous en donnons à cœur joie avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Vous intervenez, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait du cas Glucksmann, on a parlé d'LFI, nous venons de parler des Verts, et ça va continuer, évidemment. Tout à l'heure, nous parlerons du budget, notre grand débat. Faudra-t-il se serrer la ceinture à la rentrée? Alors, plusieurs choses. Nous sommes dans le tour de table. Nos 3 vraies voix, je vous le rappelle ce soir, William Tay, Pascal Chanteur et Déborah Schumann. À qui il va revenir maintenant la lourde charge d'assurer le 3e tour de table, mais qui rejoint un peu l'actualité. Et nous avons Pascal Chanteur, ancien grand coureur cycliste du Tour de France. La 3e étape du Tour d'Espagne a été annulée. Les coureurs ont été contraints de se mettre à l'abri à cause d'un orage terrible, des grêles, des grêlons. Faut rappeler que le Tour d'Espagne là est en France. C'est le début, vous savez, les grands tours partent de l'étranger. Et là, c'était arrivé à Font-Romeu. Donc, étape annulée. Ça veut dire encore une fois que les intempéries, et nous en reparlerons tout à l'heure, sont au cœur de notre actualité. Et Déborah Schumann, ces chiffres croissants de l'éco-anxiété qui finalement sont inhérents à tout cela, la canicule, les incendies, placent les gens dans un état particulier. Je le rappelle, vous êtes psychothérapeute notamment. Oui, je trouvais ça intéressant d'en parler puisqu'il y a une étude qui a été commandée là par le Parisien qui est sorti il y a quelques jours où on voit les chiffres de l'éco-anxiété qui explosent. Quand je dis qu'ils explosent, c'est qu'aujourd'hui entre 10 à 15 millions, je dis bien 10 à 15 millions de Français disent être atteints par l'éco-anxiété. Alors l'éco-anxiété, en effet, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée d'être anxieux par rapport à la situation climatique ou aux problématiques climatiques et surtout à leurs conséquences dans notre quotidien. Il se trouve que, donc depuis un certain nombre d'années, on entend parler d'éco-anxiété et que là, cet été, ça a explosé. C'est-à-dire qu'on est passé de 4 à 5 millions de Français qui pouvaient dire oui, ça peut me toucher au quotidien, à plus de 10 millions, et avec surtout 4 millions de Français qui disent avoir réellement des symptômes liés à cette éco-anxiété. Il se trouve que cet été, en effet, des angoisses, c'est-à-dire des angoisses, des problèmes pour dormir, des peurs de l'avenir, etc., et qui vont même remettre en cause des décisions sur l'avenir, notamment faire des enfants, qui devient une vraie question sur écologiquement, économiquement, est-ce que j'ai envie de faire un enfant là dans ce contexte aujourd'hui? Il se trouve que cet été, nous avons donc eu 3 vagues de canicule. J'espère que ça va s'arrêter là. 5. Plus les incendies. Et que les 2 événements conjoints ont fait que soudainement, ce que l'on entendait à la radio ou ce que l'on pouvait voir dans des films un peu catastrophes, c'est avéré être la réalité de notre quotidien. Et que les Français ont pris conscience que soudainement, qu'on prenne 3 degrés ou 5 degrés, c'était en effet ne pas sortir comme on voulait, ne pas travailler comme on voulait, avoir peur pour ses proches, ne pas se sentir en bonne santé, et ne pas se sentir en bonne santé, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des chiffres qui sont extrêmement forts, puisque donc cette étude qui a été faite nous dit que donc 48% des Français disent avoir ressenti de l'angoisse, voire même de la peur, ce qui est pas complètement anodin, et le chiffre monte à 64% quand on parle de leur entourage, ce qui est un chiffre absolument énorme. Le gros problème, c'est que 56% des Français ont donc subi des problèmes de sommeil. Alors c'est pas juste parce qu'on dort pas en réalité, c'est que nous on est des machines et on est comme un iPhone, on a besoin de se recharger et donc quand on ne dort pas bien, eh bien on ne se recharge pas, donc l'angoisse augmente, la peur augmente et qu'on a beaucoup de mal à se projeter et donc on devient de plus en plus fragile physiquement et psychiquement. Et ça nécessite de suivre un traitement parce que pour certains, en effet, et donc c'est parce que ça a des conséquences aujourd'hui sur le fait que les Français, à la fin de cet été, alors que l'été est plutôt synonyme de légèreté, de bonheur, on fait la fête, etc. Et ben ça s'est pas du tout résumé à ça cet été. Ça s'est résumé à comment je vais gérer la canicule, comment je gère mes journées, et surtout avec les incendies aussi, on a pris conscience de la fragilité du monde dans lequel nous vivions. Donc on se retrouve avec des Français qui sont rincés à la fin de l'été, et on a beaucoup parlé d'écologie, et donc Glucksmann en a parlé également hier, ça devient un vrai problème de société, un problème de santé publique, même pour aller, j'irais même un peu plus loin, problème de santé publique, et comment nos futurs candidats vont-ils s'emparer de ce problème-là? Voilà, alors on parle d'éco-anxiété, éco comme écologie, mais ça peut être économie aussi. Tout à l'heure on en parlera, à force de serrer la ceinture en économie, ça sera l'objet de notre débat, et puis d'autres angoisses, comme aussi
comme aussi les cyberattaques, par exemple. Et vous avez vu dans l'actualité, un avocat tente de réunir ceux qui ont été victimes de la cyberattaque à travers les services du fisc pour intenter une action. Alors on s'est dit, ben tiens, on va challenger un de nos auditeurs qui est ministre. C'est le principe. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et c'est Lionel de Grasse dans les Alpes-Maritimes qui s'y colle. Bonsoir Lionel. Bonsoir à toute l'équipe. Vous devriez dire Monsieur le Ministre au fait. Oui, mais alors attendez, je voulais vous adouber et à partir de ce moment-là, top. Monsieur le Ministre, vous allez. Bon, on parlait d'anxiété. Bon, vous avez peut-être entendu en étant au standard avec Déborah, mais c'est vrai que le numérique là inquiète. Il faut prendre des mesures importantes, Monsieur le Ministre. Lesquelles ? Déjà, il faut virer Madame Henanf, qui a une lettre prête et une boîte de pâté, parce que les boîtes Henanf, ça existe. Mais au final, la sécurisation, je pense, de toutes nos données, effectivement, je pense qu'elle est gérée par une boîte qui fait des boîtes de conserve, en fait. Parce que, vu comment c'est géré, c'est pas possible autrement. Je te dis, ils nous font passer au numérique. Non, mais moi, je veux bien tout. C'est-à-dire que, alors, dans mon ancienne vie, avant d'être ministre, j'étais chef d'entreprise, et on me demande de leur transmettre l'intégralité de mes données fiscales, de mes boîtes, les données fiscales de ma part, si j'ai des comptes crypto, si j'ai des comptes à l'étranger, si j'ai de l'or, moi je veux bien tout donner. Si j'ai des armes à la maison, enfin bon, moi je veux bien tout donner. Mais à un moment donné, si vous voulez, tout donner, ça impose aussi une responsabilité à l'État. C'est-à-dire que maintenant, moi, en tant que ministre, la première des mesures que je vais faire, c'est embaucher le groupe 0Bit. C'est-à-dire 0Byte, là, qui ont piraté toutes les lignes. Au lieu de leur courir après, en fait, et de vouloir les mettre en prison, moi, je vais les embaucher. Parce que finalement, ils sont restés connectés au serveur de la DGFIP pendant des semaines. Ils ont été vus, mais ils les ont laissés dedans. Le mec, il a téléchargé 348 millions de lignes de données. Donc, moi, je suis pas concerné. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si je reçois un mail de la DGFIP, c'est sûr que je vais attaquer l'État aussi. Je vais faire partie de l'action collective. Et petit clin d'œil, Lionel. Donc ça, votre premier point, vous savez que dans les vraies voix, on a Bruno Pomar, ancien du RAID, et la semaine dernière, quand on a évoqué cela, il a dit mais il faut les embaucher sous le principe, c'est-à-dire les fameux indiques qui sont des repentis, etc. Il faut les payer correctement. Alors, il faut bien les payer. Et il faut prendre les gens les plus dangereux qu'on a aujourd'hui en hacking. Il faut les prendre et les mettre au gouvernement et nous faire sécuriser toutes nos données. Bon, Monsieur le Ministre, ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point. Les deux autres points, parce que le temps tourne, on va vous retrouver bien sûr dans nos débats après. Alors les deux autres points. Ah, mais je suis ministre, je fais ce que je veux. Ouais, je sais bien. Non, le deuxième point, c'est renforcer l'éducation à l'intelligence artificielle. Il y a un intervenant, alors c'est pas chez vous, je sais plus où c'est passé, Monsieur Laurent, qui a dit que, en gros, le clivage qui va se créer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle va être majeur entre les gens qui utilisent l'IA pour glander, et les gens qui utilisent l'IA pour s'upgrader. Moi, je fais partie des gens qui utilisent l'IA au quotidien pour m'améliorer. C'est-à-dire que l'IA est une espèce de super assistant qui m'explique tout ce que je comprends pas et qui m'aide à optimiser tous mes process de fabrication. Mais ça nécessite de le savoir, ça nécessite et de l'apprendre. Ok. Deuxième point, ça c'est le deuxième point, Lionel. Et le troisième? Écoutez, déjà, je vais vous dire un truc. Si on arrive déjà à mettre ces deux points, sécurité et qu'on arrive à le faire sur le temps qui me reste pour mon siège, ça sera déjà pas mal. Super, génial, bravo Lionel. Vous avez compris, on doit vite aller aux infos pour faire le point, mais on se retrouve après. Vous serez avec nous dans le débat. Faut-il se serrer la ceinture? Bon, déjà par rapport au numérique, vous allez dire qu'il va falloir quand même investir. Bon, mais on en reparlera. Allez, à tout de suite, Monsieur le Ministre. À tout de suite, vous les auditeurs de Sud Radio, les vraies voix. On continue. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. 7h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été, deuxième partie, c'est reparti pour une cure d'actualité traitée avec pertinence et bonne humeur, même s'il va falloir encore parler de notre train de vie et de ses coupes sombres dans un instant. Oui, il sera question de budget. Mais avant, je vous présente les vraies voix du soir. Puisque si vous venez de nous rejoindre, je dis pas comme tout le monde, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout le monde dit ça, j'ai l'impression. Non, je vous dis, si vous voulez nous rejoindre, nous avons la grande joie d'avoir le président du think tank gaulliste Le Millénaire qui décortique la politique comme personne, William Tay, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Nous avons une thérapeute en périnatalité et sexothérapeute qui décortique l'actualité avec un regard psy
déconcertant. Déborah Schumann, bonsoir. Bonsoir. Et puis nous avons le président de la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs, conseiller municipal de Ginesté, l'ancien grand champion cycliste Pascal Chanteur, qui décortique sur le terrain, lui. Bonsoir à toutes et tous. Et heureux encore une fois d'être avec vous. Oui, avec une pelle, une bêche, vous y allez comme un outillé, quoi. Voilà. Ah, mais je suis toujours bien outillé. Hein. Moi, en général, on m'appelle le porte-avions. Voilà, c'est très très bien. Et puis en plus, il est modeste, vous l'avez compris. Non, pourquoi je dis ça, clin d'œil et tout, parce que c'est une manière de rendre hommage à celui qui, dans ce domaine, était une légende. Oui, il nous a quittés, Philippe Bouvard, en 67 ans de journalisme. Il est décédé ce lundi à l'âge de 96 ans. Il a signé quelques 60 000 articles, plus de 15 000 émissions de radio et de télévision, 69 livres. Alors évidemment, comme on aime bien sourire autour de la table et qu'on pense émissions de télévision, c'était ça. Bonsoir. Eh oui, le petit théâtre de Bouvard. Ça vous a fait rire, Pascal Chanteur, vous, hein? Bah oui, il y a eu un grand nombre d'humoristes qui sont passés entre ses mains et quand je revois encore Bigard, je revois un grand nombre qui sont passés là et puis Bouvard. Une figure emblématique de la radio. Essayez de retrouver ces comiques-là. Maxime Sénat, notre réalisateur, nous a sorti un petit extrait. De qui s'agit-il? Donc, comiques qui a débuté, suspense, au Petit Théâtre de Bouvard. C'était une pauvre fille du faubourg qui avait grandi dans la rue, qui avait jamais connu l'amour. Michel Blanc. On l'appelait Lulu. On reconnaît la voix derrière, c'est un des trois. C'est Pascal Légitimus, Maxime. Hein. Didier Bourdon. Ah, c'est le Didier Bourdon. Voilà, les inconnus. Bah oui, les inconnus. Bon, vous étiez fan, Déborah? Des inconnus ou de... Ah bah des inconnus, oui, mais le Petit Théâtre de Bouvard. Des inconnus, pas forcément. Ouais, le Petit Théâtre de Bouvard. J'ai peu regardé. J'ai un vieux souvenir. Moi, vous n'avez pas d'humour, c'est ça? Si, j'ai beaucoup d'humour, mais j'apprécie beaucoup Bouvard dans ses écritures. Voilà. Je trouve que c'est un homme qui a fait ces derniers temps, en tout cas, des chroniques que je trouvais assez exceptionnelles, puisqu'il avait une plume assez extraordinaire. Voilà. Je suis moins fan après des grosses têtes, etc. Mais je trouve qu'il écrivait extrêmement bien. Oui, c'est la raison pour laquelle vous écoutez plus Sud Radio et on le comprend. Bon, William Tay, on se souviendra que, alors vous êtes jeune, c'est le problème. Hein. Ah ouais, je ne connaissais pas. Bah oui, voilà. J'ai regardé une fois qu'on a appris la mauvaise nouvelle. Sinon... Alors, il avait raté 3 fois son bac. Comme quoi, pour être un grand journaliste, des fois, mieux vaut peut-être rater ses études, quoi. Je pense que ça symbolise un peu la France d'avant contre la France de maintenant, où maintenant on considère que vous avez des compétences uniquement parce que vous avez des études. Or, moi, je pense que avoir et passer un diplôme et passer un concours à 21 ou 23 ans ne fait pas forcément automatiquement vous un grand journaliste, un grand dirigeant d'entreprise ou un bon salarié, et qu'en fait, on devrait plutôt revoir notre parcours qui est pas adapté, je pense, aux impératifs du XXIe siècle, et lui-même l'a montré. Bien, voilà, hommage, monsieur Philippe Bouvard, évidemment, pour des gens qui sont, comme moi à ma place, c'est-à-dire journalistes et qui animons une émission de radio, évidemment, on a tous quelque part une espèce de phare qui s'appelle Philippe Bouvard. C'est parti pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio. Ils ont repris ce matin avec leur traditionnel conseil des ministres. Ils avaient toutes nos ceintures à la main et devraient nous les serrer avec âpreté, puisque David Amiel, le ministre des Comptes publics, parle d'une possible dérive très grave des finances publiques et invite à réduire les déficits. Notre grand débat ce soir, rentrée du gouvernement, les Français doivent-ils se serrer la ceinture ? Écoutez Maude Bréjon, la porte-parole qui, à la sortie, et c'est une tradition de la conférence de presse, commençait à anticiper les nombreuses questions. Nous avons pris quelques engagements, nous aurons l'occasion d'en prendre d'autres, parmi lesquels effectivement pas de hausse d'impôts pour les Français, et je pense notamment aux classes moyennes, je pense notamment aux Français qui travaillent. Nous sommes dans un pays qui est déjà extrêmement fiscalisé, plus que la majorité de nos voisins européens. Il ne serait pas, en tout cas c'est notre position, ni raisonnable, ni souhaitable, ni admissible pour nos concitoyens d'aller vers davantage de fiscalité. Bon, déjà, ça veut dire qu'on va pas trop se serrer la ceinture, William Tay, ou que... Bon.
Moi, je pense que de toute façon, elle n'a pas le choix, parce que quand vous regardez les dépenses de la France, moi, je pense que c'est pas aux Français de se serrer la ceinture, c'est à l'État de se serrer la ceinture. Si la France dépensait autant que les autres voisins de la zone euro, on pourrait économiser 220 milliards. Or, ce chiffre a un problème. C'est qu'on prend en compte les moyennes de la dépense de la France. Si on excluait la France de cette moyenne, on pourrait même économiser jusqu'à 280 milliards d'euros par an, parce que la France dépense 10% de plus que ses autres voisins. Et donc, ça représente 280 milliards. Qu'est-ce que ça représente 280 milliards? Ça veut dire qu'on n'aurait plus de déficit public et on pourrait supprimer complètement l'impôt sur le revenu. Ça représente ça quand même. Donc, ça veut dire que si la France était gérée comme un autre pays européen, c'est-à-dire un pays normal, on serait à peu près bien organisé. Oui, mais ça fait autant de prestations en moins pour les Français. Oui, mais quand on arrive sur les autres pays, le taux de pauvreté en Allemagne est quand même inférieur au taux de la France. Quand vous regardez l'efficacité des hôpitaux allemands ou de l'éducation allemande, c'est supérieur au taux de la France. L'Allemagne n'est pas un pays ultra-libéral ou un peu comme ce qu'on raconte à chaque fois. Donc quand on raconte ça, on ne dit pas la vérité. On ne dit pas ici également que la France dépensait 250 milliards d'euros de prestations sociales dans les années 90 et qu'on en pose 800 maintenant. Et qu'on a multiplié du coup par 3 les dépenses sociales et qu'on n'a jamais eu autant de pauvres selon l'INSEE. Donc depuis qu'on dépense plus de dépenses sociales, depuis qu'on file de l'assistanat à tout va, au final on a assisté les Français, mais on les a enfermés dans la pauvreté. Et moi je pense qu'on peut résumer ça par la phrase de Churchill: le capitalisme et le libéralisme est certes un mauvais système qui crée des inégalités, mais le socialisme c'est l'égale répartition de la misère, donc chapeau les artistes. Eh bien voilà, ça c'est du William Tay. Vous écoutez Sud Radio, évidemment. Alors Déborah Schumann, vous êtes un petit peu montrée du doigt parce que vous êtes. Oui, parce que vous êtes proche quand même de Gabriel Attal, un peu d'une certaine manière, non? Vous nous l'avez dit l'autre fois. Vous êtes vous êtes centriste. Plutôt proche du bloc central. J'ai pas dit forcément de Gabriel Attal, mais en effet. Est-ce que le bloc central là, il a montré l'exemple? Est-ce que il est quand même encore au pouvoir? Est-ce qu'il va choisir de nous serrer la ceinture, parce que le bilan là c'est 10 ans de bloc central. Oui, c'est 10 ans de bloc central, mais enfin ça n'a pas commencé uniquement avec Emmanuel Macron. C'est pas pour défendre Emmanuel Macron, c'est si on regarde, je pense qu'il y avait déjà des dérives avant et qu'elles n'ont été qu'amplifiées depuis 10 ans. Ça c'est très clair. Et je pense qu'il y a eu des grosses erreurs qui ont été commises pendant ces 10 dernières années. La grosse erreur, c'est en effet d'avoir donné de l'argent. En effet, vous le disiez très justement, mais je pense qu'on a donné beaucoup d'argent sans compter, et que le sans compter, à un moment, il faut le compter. Et que aujourd'hui, il faut payer, parce que c'est bien sympa d'avoir donné de l'argent à tout le monde, mais à un moment donné, il y en a plus d'argent. Donc là, il y a quand même des mesures. L'année dernière, si mes souvenirs sont exacts, au moment où il y a eu les débats aussi sur le budget, de la même façon, on a rétropédalé sur plein de choses qui avaient été mises en place. Pourquoi? Parce qu'on a voulu préserver le gouvernement à tout prix et être le plus consensuel. Et cette année, de la même manière, il va falloir faire des efforts. Alors, il y a un moment donné, on repousse d'année en année, mais il y a bien un moment, il va falloir les faire, ces efforts. Et si on ne les fait pas de toute façon, il y aura des gens en Europe pour nous dire de les faire. Et d'une manière, à mon avis, beaucoup moins sympathique. Ouais. Ce qui fait qu'on soit autant endetté, et Déborah Schumann le dit, c'est-à-dire qu'on a dépensé sans compter, mais c'est quoi qu'il en coûte. Moi, ça me fait tout de suite penser à ça. Et on a quand même accompagné, la France a quand même accompagné ses citoyens face au Covid. Mais quand vous regardez, moi je vais revenir sur ces deux choses-là chaque fois qu'on balance souvent. On dit la France a été victime du Covid, comme si il y a que la France qui était victime du Covid, c'est-à-dire que l'Allemagne n'a pas été touchée par le Covid, l'Italie n'a pas été touchée, il y a aucun pays du monde n'a été touché par le Covid. Moi, le souvenir que j'en avais, c'est que tous les pays ont été touchés de la même manière. Et quand vous regardez la dette Covid uniquement, l'Allemagne va rembourser sa dette Covid à partir de 2020 en 7 ans, donc ça veut dire que l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est terminé pour eux. L'Italie en 25 ans et l'Espagne en 40. Nous, vous savez combien de temps il faut pour rembourser la dette Covid? 69 ans. Ça veut dire que vos petits-enfants vont rembourser une dette qui a été acquise aujourd'hui. Donc peut-être que les autres pays, ça a été le chaos absolu, etc. Moi, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression qu'ils s'en sortent même un peu mieux que nous et qu'en tout cas, ils vont rembourser même, d'une part, leur croissance est meilleure que la nôtre, leur taux d'emploi est meilleur que le nôtre, ils ont moins de chômage et en plus, ils vont rembourser la dette Covid plus de 2. Et deuxième point, la dette de Macron, parce qu'il faut quand même dire quand même qu'il n'est pas responsable de tout. La moitié de la dette de Macron, entre un tiers et la moitié de la dette de Macron, provient du déficit de régime des retraites, des fonctionnaires et des régimes spéciaux, qui coûtent chaque année aux Français 40 à 50 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en 10 ans de Macron, vous avez 500 milliards d'euros de déficit qui provient du fait qu'en fait, les Français doivent alimenter dans la caisse chaque année le régime de retraite des fonctionnaires et des régimes spéciaux. Ça veut dire qu'on paye pour le fonctionnement. Si vous faites de la dette pour faire des trains, des avions, etc., ça peut être rentable. Là, on paye uniquement des déficits pour le fonctionnement. Et qu'est-ce que c'est que la dette? C'est les impôts qui sont soit payés par le contribuable français, soit par vos enfants, soit par vos petits-enfants. Pascal Chanteur, la France se gère mal, d'accord, on l'a bien compris. Mais quelles dépenses en trop?
quelles dépenses ne sont pas justifiées? Non, alors tout d'abord, je tenais à féliciter William parce que je bois ses paroles. Ah bah c'est ça. Il est comme ça, William. Non, il est très bon. Non, mais on parlait de ceinture. Première chose, je pense que beaucoup de Français sont au dernier cran. Bah oui, c'est ça le problème. Ça, c'est clair. C'est aujourd'hui faire peser encore un peu plus sur les Français, c'est juste impossible. William l'a très bien dit. Non, je pense que, alors quand on dit, quand j'entends... Sur les Français ou certains Français, parce non, que... certains Français, certains Français. Mais encore une fois, quand j'entends le gouvernement qui dit pas d'impôt ou quoi que ce soit, quand on voit, encore une fois, augmentation de l'électricité, augmentation du gaz, augmentation des carburants, augmentation donc du chauffage, donc les Français vont bientôt plus pouvoir se chauffer, l'alimentation qui explose, enfin bref, ça c'est de l'impôt. Ça reste de l'impôt. Oui, c'est de l'impôt masqué, c'est pour ça. C'est de l'impôt masqué, voilà. Mais ça reste de l'impôt. Non, le vrai problème, il faut revenir aux régaliens, c'est-à-dire les hôpitaux, la police, les pompiers, l'école. Il faut gérer. Je pense que beaucoup de mères de famille seraient plus en capacité de gérer le budget de l'État qu'un grand nombre de nos clowns, parce que c'est clairement le cas, hein, il y a un certain nombre au sein du gouvernement qui sont de véritables clowns. Hein, quand ils sont obligés de gérer. J'entendais tout à l'heure, il va falloir peut-être les aides familiales, tout ça. Tout de suite, vous aviez une représentante des familles qui dit c'est une honte, sinon. Vous dites ça pour la culture, vous avez un représentant de la culture, c'est une honte. Tout le monde dit c'est une honte. Il l'a très bien dit, il faut faire des choix, et à un moment donné, aujourd'hui, le gouvernement coûte trop cher. Et c'est qu'à un moment donné, s'il y en a qui doivent se serrer la ceinture, c'est eux en premier lieu. Parce qu'à un moment donné, il faut réduire les dépenses. Et les dépenses de l'État sont pharaoniques. Bon, attendez. Parce que c'est super passionnant ce que vous dites, mais vous savez qu'on doit marquer une respiration. Oui, okay. Donc je préfère vous interrompre au moment où c'était encore plus passionnant parce que vous alliez dire quelque chose. On se dit avec nos auditeurs à tout de suite, restez bien avec nous parce que donc la suite est très intéressante. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. 17h-19h, Frédéric Brindel. Les retraites, ça coûte cher. Les dépenses de santé, ça coûte cher. L'éducation, l'hôpital, la voirie. À ce qui paraît, les Français mènent un sacré train de vie. Et du coup, le budget de l'État accumule les déficits et la dette s'envole. Nos ministres l'ont tous redit ce matin. Mais qui va rogner sur son précaré? Dans tous les cas, les Français vont passer à la caisse. Notre débat. Rentrée du gouvernement en hashtag. Les Français doivent-ils se serrer la ceinture? Dites-nous ce que vous en pensez. Au 0826 300 300. Et puis, pour notre consultation, bien sûr, sur le compte, enfin sur la chaîne YouTube, donnez-nous votre avis. Alors, notre auditeur avec nous, c'est Lionel, auditeur fil rouge. Vous rejoignez donc nos trois vraies voix, William T, Déborah Schumann, Pascal Chanteur. Alors, Lionel, vous étiez tout à l'heure avec nous en tant que ministre du numérique, c'était bien. Vous avez entendu William T s'apprêter à aller faire une analyse, mais j'aimerais que vous nous disiez ce que vous en pensez sur c'est jouable ou pas? Faut-il qu'on se serre la ceinture? William T a fait exactement, enfin, j'ai vu ses paroles et comme votre autre intervenant, il a exactement défini ce qui se passe. Il y a juste un petit manque dans ce qu'il a dit, c'est la corruption qu'on a en France. On est classé 27e au niveau mondial. 27e, c'est un chiffre complètement catastrophique. Hein. On a une augmentation en 2025. L'AFA, l'agence anticorruption, là, elle a relevé 16% d'augmentation quand même sur les affaires. Et la corruption, il faut pas croire qu'en fait c'est l'attribution d'un logement social parce que vous connaissez bien un tel et un tel. Non. La corruption, c'est la corruption des marchés publics. Donc c'est des pertes d'argent qui sont absolument colossales. Maintenant, est-ce que l'État doit se serrer la ceinture? La dernière fois, j'étais le ministre du temps libre, je crois, un truc comme ça. Vous cumulez les portefeuilles d'ailleurs, je voulais vous le dire, hein, vous êtes un cumulard. Ouais, mais je me suis auto-viré tout de suite en fait, vous voyez, parce que concrètement, j'ai pas du tout supporté ce poste et je me suis dit c'est pas possible. Donc je me suis auto-licencié. Donc, mais pour la blague, enfin passons la blague. Moi aujourd'hui, avec mes sociétés, donc j'ai une boîte depuis un peu plus de 8 ans. Bergeon, elle est bien gentille, elle a dit qu'il n'y avait pas d'augmentation d'impôt. Maud Brejon, oui. Alors Brejon, concrètement, moi j'ai une augmentation de mon foncier sur tous mes bâtiments. Je paye mon foncier, je paye 4 fonciers, parce que j'ai 4 sièges à la maison, donc je paye 4 fonciers, le mien, de ma résidence principale, et le siège de mes 3 autres sociétés qui a augmenté, qui a fait x3. Donc déjà, j'ai une augmentation d'impôts. Cette année, je me suis payé la CDHR et la CEHR, qui devait être un impôt sur une seule année. Finalement, je l'ai encore pris dans la tête cette année. Pour y être, il faut être au-dessus de 250 000. Je dis pas que je gagne pas bien ma vie. C'est pas la question. Je dis juste que je travaille 80 heures semaine et qu'à un moment donné, s'ils pouvaient m'en laisser un peu, parce qu'aujourd'hui, perso pro, c'est 70% de ce que je génère en taxation diverses et en impôts. Donc,
Donc, est-ce qu'il faut serrer la ceinture? Comme l'a dit un autre de vos intervenants. Pascal Chanteur, oui. Je pense qu'on est effectivement au dernier cran de la ceinture. Parce que moi, il me reste 30% sur ce que je génère. Alors, je veux bien, en fait, si vous voulez, je veux bien bosser comme un fou furieux, je veux bien partager. Le partage, ça n'a jamais été 70-30, hein. Le partage, c'est 50-50. Donc, que l'État se serre la ceinture déjà le premier. Moi, je rêve d'un gouvernement Milei, là. Il arrive et il fait comme en Argentine. Non, mais il fait un strike complet, là, dans toutes nos officines pourries qui servent à rien. Mais vous savez, il y a quand même un politique aujourd'hui, et je fais pas de la pub pour lui, parce que concrètement, moi, j'en ai un petit peu rien à faire de tout ça. Mais aujourd'hui, il y en a un seul qui parle de faire un strike comme ça, un peu comme Milei, c'est Lisnard. C'est le seul qui a un discours. Le maire de Cannes, David Lisnard. Sur l'orientation de l'argent public et sur vraiment tout ce qui nous grève. Tout ce qui nous défonce tous nos budgets et tout. Parce que concrètement, moi, je veux bien entendre qu'on a 500 milliards de pertes sur les régimes, sur les régimes de retraite et les régimes spéciaux. Mais à un moment donné, je pense que si l'argent était mieux orienté et un petit peu mieux placé et que les gens travaillaient un peu plus, parce que les 35 heures, va falloir aussi y stopper. Moi, je suis à 80 heures, hein, les 35 heures, c'est le mercredi soir. Hein. Donc, j'ai pas trop de stress avec ça. Maintenant, il faut que les gens acceptent de bosser plus. Pourquoi? Pour produire plus, pour que le pays se relève. Et c'est pas à 35 heures avec tes RTT, tes machins et ta petite récup qu'on va y arriver. Donc, faut tout le monde se relève un peu les manches. Alors, encore faut-il que certains puissent avoir une base de 35 heures pour travailler, parce qu'il y a des gens qui cherchent aussi du travail. Mais couper les aides, vous allez voir, ils vont trouver du boulot, c'est sûr et certain. Couper les aides. Lionel, merci. Vous avez été une nouvelle fois très bon tout à l'heure en tant que ministre du numérique. Là, on va dire les comptes publics. On vous rappelle pour les comptes publics. Non, mais c'est bien vu. William Tay, justement, sur ce que dit Lionel, c'est vrai, la notion de corruption, tout cela, c'est... Moi, je pense que le problème qu'on a en France essentiel, c'est que les gens qui travaillent, et la classe moyenne, et les classes, en fait, tout qui travaillent, c'est devenu le tiers-État. Quand vous regardez, en fait, vous avez à peu près 20 millions d'actifs qui payent pour 66 millions de Français. Et c'est ça le problème. Vous avez de moins en moins de gens qui travaillent de moins en moins longtemps et qui doivent payer pour l'ensemble de la classe. Et encore, s'il y avait uniquement ça comme problème, ça irait à peu près. Mais en fait, ce que vous remarquez quand vous regardez les statistiques avancées, c'est que plus vous payez d'impôts, plus vous êtes contributif sur les cotisations sociales, les impôts de production, etc., moins vous avez de droits. Parce qu'en fait, on a réduit les droits progressivement. C'est-à-dire que plus vous payez d'impôts, moins vous avez de droits à remboursement sur les médicaments. Plus vous payez d'impôts, moins vous avez de droits sur l'ensemble des prestations familiales, des prestations sociales, etc. Donc en fait, vous avez des gens qui contribuent quasiment pour l'ensemble du système, avec des chiffres qui sont plutôt marquants. 10% des Français payent 75% du montant de l'impôt sur le revenu. Après, c'est un effort de solidarité, c'est ce qui est avancé en général. Mais effort de solidarité, c'est pas que des gens payent tout pour tout le monde, c'est que chacun contribue à sa manière. Deuxième point, quand vous regardez les taux de cotisation, etc., vous voyez à peu près que 50% des gens ne payent jamais d'impôts, alors que vous avez 50% des gens qui en payent. Et au final, ces 50%-là, quand ils vous demandent des aides, quand ils vous demandent quoi que ce soit, ils auront le droit à rien, si ce n'est quasiment se faire cracher dessus par certains politiques et se faire tondre en plus la pelouse par le gouvernement. Donc en fait, ces gens-là, vont mener à peu près une révolution fiscale en se disant, il y a peut-être marre de payer pour tout le monde, alors qu'on nous demande de plus en plus et qu'on nous offre jamais rien. Bon, alors, vous allez dans le sens finalement de ce que disait Lionel de Grasse, qui nous a confirmé, réponse à la question, je le rappelle. Vous répondez, vous nous dites au 0826 300 300, et puis également sur notre chaîne YouTube, les Français doivent-ils se serrer la ceinture? Donc Lionel dit non, on se la serre déjà beaucoup. Loïc à Toulouse. Bonsoir Loïc. Oui, bonsoir. Bon, vous dites oui, il faut qu'on se serre la ceinture. Non, mais c'est pas qu'il faut qu'on serre la ceinture, on se la serre déjà. Oui, oui. Et donc, par rapport à ça, nos chers ministres sont bien mignons, mais on est dans une situation où là, on ne peut plus rien demander aux Français. Je suis entièrement d'accord avec vos intervenants sur le fait que je suis pas né en France, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu dans des pays où même les gens qui étaient au minimum sociaux contribuaient sur une tranche d'imposition extrêmement large et à minima. Mais du coup, ces gens-là avaient quand même une idée de combien coûtait l'ensemble des services publics. Oui, l'effort collectif. Voilà, parce qu'aujourd'hui, très sincèrement, moi je gagne 2800 net tous les mois. J'ai une pension alimentaire qui est importante. J'ai un prêt à rembourser pour mon divorce. C'est un truc particulier, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, au 8 ou au 9 mois, je serre les fesses jusqu'à ce que la paye arrive le 27 ou le 28. Et je
je gagne 2800 € net tous les mois. Enfin, et voilà, ouais, et effectivement, donc vous travaillez beaucoup, vous passez du temps. Alors justement, parce que Déborah Schumann, donc vous savez, qui est une de nos 3 vraies voix, thérapeute, tout à l'heure, elle parlait d'éco-anxiété pour écologie. Est-ce qu'il y a aussi l'économie anxiété, vous le voyez dans votre cabinet? Parce que quand on entend Loïc de Toulouse, c'est un homme de son temps, il paye une pension alimentaire, il bosse, ça fait peur, quoi. Il y a un moment... Bien sûr qu'il y a une anxiété autour de l'économie, très clairement, parce que la logique voudrait, enfin en tout cas c'est comme ça que ça s'est produit pendant des décennies, c'est que nos enfants, logiquement, devraient réussir mieux que nous. C'est-à-dire que c'est un peu le système normalement d'ascenseur qui n'existe plus vraiment en réalité. Aujourd'hui, la plupart des gens, et j'en ai un certain nombre dans ma consultation, me disent j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour leur avenir, je ne peux pas payer leurs études, je ne peux pas payer potentiellement de les emmener à l'étranger, etc., qui peut leur ouvrir des portes. Donc il y a bien, à un moment donné, il y a un frein qui existe. Finir le mois en se disant au 15, j'ai plus rien et donc je suis obligé de compter chaque sou, tout ça ne peut pas mettre non plus les gens dans une dynamique où, on le voit bien, je veux dire, ne serait-ce qu'à Paris, je prends l'exemple de Paris, mais les gens sont quand même très fermés, très agressifs. On voit bien qu'il y a une forme d'agressivité qui existe parce que tout ça est très pesant. Donc j'entends bien quand les gens disent on devrait s'occuper de la France avant de s'occuper de l'étranger. Alors on doit s'occuper des deux parce que c'est le principe même, mais je conçois que les gens se renferment sur eux et disent mais prioritairement occupons-nous de nous parce que nous allons mal aujourd'hui. Ouais, les conflits et ça, aussi. J'allais vous dire que depuis le Covid, on le voit grandissant, cette anxiété, mais je trouve que là, depuis l'Ukraine, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Pascal Chanteur, ces territoires que vous défendez en tant que conseiller municipal, tout ça, il y a cette angoisse dans les territoires. Oui, non, mais bien sûr, mais Loïc l'a très bien expliqué. Aujourd'hui, moi, ce que je vois par rapport aux gens que je peux côtoyer, j'ai été commerçant par le passé, aujourd'hui, je suis élu municipal. Les gens qui se lèvent le matin, qui travaillent, comme Loïc, pour 2800 € et qui le 8 du mois sont déjà en train de serrer les fesses, il y en a une multitude. Et à côté de ça, ils ont certains, pour certains, leurs voisins, des connaissances, qui eux restent chez eux et qui vivent largement bien. Et c'est là qu'est tout le problème. C'est qu'à un moment donné, le travail devrait... Et puis il y en a qui travaillent mais qui gagnent beaucoup aussi, et redistribution des recherches, des richesses quand même. Trop de redistribution. Oui mais encore une fois, je suis d'accord, mais ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils payent aussi quand même de l'impôt. Alors il y en a qui se substituent à l'impôt, mais il y en a pas tant que ça, parce qu'il faut faire société. On va pas taper sur les plus pauvres forcément sur cette histoire de répartition de l'effort, parce qu'il y a aussi des gens très aisés quand même. Je parle pas des plus pauvres. Il l'a très bien dit. Il a voyagé, il a été dans d'autres pays et il y a des contributions de tous. Et c'est ça qu'il faut. Il faut revenir sur la contribution de tous. Et quand tu parlais des plus aisés, bien entendu. Mais si jamais tout le monde mettait la main à la poche et tout le monde se remettait au travail en France, ça irait beaucoup mieux. D'accord. Et si le travail payait aussi, sous-entendu, ceux qui ont beaucoup d'argent et qui gagnent beaucoup d'argent grâce à ceux qui travaillent pour eux, ils peuvent aussi redistribuer. Dans un instant, le résultat de la consultation, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Éric Brindel. Tout le monde va devoir faire des efforts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Roland Lescure, le ministre de l'économie, ce matin, d'où notre débat, rentrée du gouvernement. Ça y est, c'était le premier conseil des ministres ce matin. Les Français doivent-ils se serrer la ceinture? Nous vous posons la question, nous en débattons avec nos 3 vraies voix. William T, Déborah Schumann, Pascal Chanteur. Vous êtes nombreux à intervenir au 0826 300 300. Sur la chaîne YouTube aussi, Quentin Saunier. À la question, les Français doivent-ils se serrer la ceinture? Qu'est-il dit? Eh bien, vous répondez non à 82%. Vous nous laissez aussi beaucoup de commentaires qui rejoignent notre auditeur Loïc et tous nos auditeurs. On a Sylvette qui nous dit on serre déjà la ceinture toute l'année. Cette fois-ci, je la laisse au ministre. Ça leur fera pas de mal. Et on a Jaja qui nous dit avec un peu d'humour et il s'interroge. Il nous dit la ceinture n'est-elle pas déjà suffisamment serrée au quotidien? Oui, voilà. Jaja, rien à voir avec les cyclistes. On a beaucoup parlé. Bonjour Jaja. pas Jalabert, voilà. Mais c'était Jaja un autre. Alors, et puis au 0826 300 300, Chantal à Narbonne dans l'Aude. Bonsoir Chantal.
Bonsoir à tous. Écoutez, moi, je voulais vous proposer, vous voyez, par exemple, le non-cumul des retraites quand elles sont trop importantes. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui touchent des retraites parce qu'ils ont fait 50 fonctions durant leur vie, mais c'est surtout à haut niveau dont je parle. Hein, pour les gens qui, par exemple, je sais que, par exemple, un ancien commandant de bord, il tourne autour de 7 à 8 000 ou 10 000 euros par mois, pour qu'il ait eu d'autres choses. Bon, et nos ministres, une fois ils sont allés un coup député, un coup maire, un coup ceci, un coup cela, tout ça s'accumule, donc ils touchent des retraites fort confortables. Donc tous ces gens-là, faudrait revoir ces statuts et leur donner les plus avantageuses, mais en supprimer, c'est-à-dire mettre un quota obligatoire de 2 ou 3 maximum et tout ce qui est au-dessus, on le répartit pour la société. Oui, effectivement. Et même, Chantal, sans aller jusqu'au cumul, mais des retraites qui seraient énormément élevées. On peut imaginer aussi que les gens qui en sont les destinataires ont aussi pu placer de l'argent, etc., etc. Et c'est très important ce que vous nous dites, parce que effectivement, on n'a pas encore parlé des retraites, mais c'est au cœur de la problématique, hein, Chantal, les retraites. Absolument, c'est pour ça, parce que si vous voulez, il y a quand même beaucoup d'argent à revoir et à récupérer peut-être en le mettant ailleurs. Mais déjà, je vous avouerai que moi, je réduirais considérablement les ministères, le personnel politique qui sert pas grand-chose, et puis éventuellement, il y a tellement de choses. Baisser les aides sociales, mais il y a de l'argent à trouver intelligemment. On donne tout. Pourquoi nos ministres font pas comme dans les pays nordiques? Ils sont pas capables de conduire une voiture. Ils sont pas capables de s'auto-gérer tout seuls. Il leur faut des petites mains, des secrétaires, il y en a ras-le-bol de tout ça. Regardez la dépense encore monumentale qu'on a fait pour recevoir le dingue de Trump là à Versailles. Qu'est-ce que ça a donné? Alors bon, cela étant, les Américains payent un peu, hein, parce que je pense qu'ils en sont aussi un peu de leur poche. Mais effectivement, quand nous recevons, c'est nous qui payons effectivement les grands repas, etc., etc. Bon, il y avait 2 choses dans ce que vous disiez, Chantal. Il y a effectivement le train de vie politique. Alors ça, c'est visuel et visible, et après on peut en débattre. Mais effectivement, vous étiez au cœur de la question avec bien sûr les retraites. Merci Chantal de Narbonne pour ce témoignage. Voilà, on aurait pu faire 2 heures de débat là-dessus, mais vous savez que c'est l'heure de l'info en plus. Et là, avec Antoine Dizy, on va évoquer un point très important. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Antoine. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Alors une info en plus particulière ce soir, puisque nous reparlons des sinistrés de la Gironde, avec un événement Sud Radio en soutien de ces sinistrés. Exactement, c'est un événement Sud Radio. Le dimanche 30 août, la musique se met au service de la solidarité à Lacanau. Un grand concert à la participation libre réunira notamment Chef and the Gang, le groupe de Philippe Etchebest, avec un objectif, récolter des dons au profit des sinistrés suite à l'énorme incendie qui a frappé la Gironde et notamment la ville du Porge ces dernières semaines. Pour nous présenter cette soirée, son origine et cette mobilisation, nous recevons monsieur Marc Samba, organisateur du concert. Bonjour et bienvenue. Et qu'on connaît bien. Bonsoir Marc. Merci d'être avec nous. On avait parlé avec vous de la problématique des habitants du Porge lorsque vous avez reçu Sébastien Lecornu, etc., etc. On s'était dit, tiens, oui, il y a le concert, nous y sommes. Alors Antoine, question. Alors, monsieur Samba, comment est née l'idée d'organiser ce concert solidaire? L'idée m'est venue en fait parce que je voyais que tout le monde pleurait, tout le monde avait de la souffrance. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas donner un peu de gaieté aux gens à travers la musique? Et là, vous avez réussi quelque chose, parce que je me souviens, vous aviez évoqué l'autre concert là au Cap Ferret avec les stars. Vous y êtes allé avec votre bleu de travail, et c'est vraiment histoire d'aider. Dans quelle situation sont les habitants là en ce moment, notamment au Porge? C'est la galère. C'est la galère, c'est très compliqué, surtout qu'on n'a pas beaucoup de communication de la part de la mairie. J'avais proposé le concert sur la mairie du Porge. Ils m'ont dit qu'ils avaient trop d'événements, donc ils pouvaient pas le faire sur le Porge. J'avais au début fait aussi à la mairie d'Arès. La mairie d'Arès, pareil, ils m'ont dit que ils étaient incapables de recevoir cet événement. Et du coup, c'est la mairie de Lacanau, que je remercie encore aujourd'hui,
qui ont accepté et qui nous accueillent pour faire cet événement. Ouais. Pascal Chanteur, qui est voisin, hein, vous êtes de Bergerac, hein, question à Marc, ouais. Non, tout d'abord félicitations, et parce que encore une fois, on parle des difficultés de la France, mais on a montré qu'on est encore un grand pays par cet esprit de solidarité, et je tiens à féliciter tous les habitants, je tiens à féliciter les agriculteurs, les entreprises qui bénévolement sont venus aider tous les habitants de cette région pour y avoir passé la semaine dernière. C'est un désastre. C'est un désastre, mais il faut y aller. Il faut y aller parce que les gens ont besoin des touristes. Les gens ont besoin de voir du monde. Et comme il le disait, c'est important de pouvoir redonner un peu de baume au cœur à cette population qui en a largement besoin. Marc, ça marche toujours, la solidarité? Vous imaginez avoir beaucoup de personnes? Comment ça va fonctionner finalement? Il y a un droit d'entrée le 30 août à 17h30 sur le front de mer de Lacanau. Comment ça se passe? Non, du tout. Ça sera participation libre. En fait, il y aura le Secours populaire qui sera là pour récolter des dons. Mais c'est ouvert au public, c'est pas fermé, c'est gratuit. En fait, tout le monde vient bénévolement. Même le groupe Chef and the Gang viennent bénévolement pour soutenir la cause, en fait. D'accord. Et donc 17h30, et vous en avez jusqu'à quelle heure? Parce que et puis ceux qui aiment la musique. 22h. Ah ouais. 22h, 22h30. Bon, d'accord, très bien. Bon, merci vraiment Marc Dalla Samba. Donc, on le rappelle, concert solidaire avec Chef and the Gang. Donc, bien sûr, pour tous les sinistrés de ce terrible feu de forêt, notamment la Gironde. Alors, on a beaucoup associé la Gironde et les Landes également. Et là, Antoine Dizy, il y a, on va dire, le retour de bâton. On parlait des 5 canicules, des feux de forêt, mais il y a aussi les orages. Exactement, les orages qui ont provoqué plusieurs départs de feu dans les Landes cette nuit. Depuis la nuit dernière, les pompiers sont intervenus à de nombreuses reprises. À Rion-des-Landes, plus de 3 hectares ont brûlé et un avion Dash a été mobilisé. Ces incendies seraient liés aux quelques 3000 impacts de foudre enregistrés dans le département. Aucun blessé n'est à déplorer. La vigilance reste mise. 20 départements vigilance orange de 23h ce soir à 4h du matin demain matin. Alors, vous avez un invité pour les Landes. Ouais. Exactement, ce sera Patrick Chavada de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour Monsieur Chavada. Bonjour. Merci mille fois d'être avec vous parce que vous avez encore beaucoup de boulot aujourd'hui. Quelle est la situation? On a vu plein de choses, les routes, les voies de chemin de fer. La situation dans les Landes est très problématique. Hein. Oui, effectivement, les conditions météorologiques sont un petit peu compliquées. On passe de canicules à des orages qui sont relativement violents. Et donc, on passe tout simplement, puisque les opérations d'extinction des feux, et notamment de cette tourbe, est toujours en cours. Alors effectivement, les orages amènent de l'eau, mais ça amène aussi des coups de foudre qui peuvent également déclarer des incendies. Au niveau des dégâts, alors vous, les interventions des sapeurs-pompiers dans les Landes, on va dire, se concentrent essentiellement sur quoi ? Alors, sur les problématiques liées aux orages, on a en amont de l'orage, on a des vents qui peuvent être extrêmement violents avec des dégâts liés au vent. Donc, on va avoir des chutes d'arbres, des chutes de matériaux, des objets qui peuvent s'envoler, qui peuvent générer des accidents. On a également eu du côté de Carcassonne des phénomènes de tourbillons qui se sont produits. Bien évidemment, quand l'orage arrive, on a des phénomènes de grêle qui vont avoir des dégâts importants sur les structures, avec des pluies abondantes qui peuvent provoquer des inondations relativement importantes, puisqu'on est sur des orages qui sont relativement puissants. Puis derrière, on a le retour à la normale, mais on a, même avec le retour à la normale, on peut avoir des coups de foudre après que l'orage soit passé. Bon, alors, cher Patrick Chavada, donc je le rappelle, de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, on a ce cas des Landes, bien sûr, qui est très problématique. Bon, nous avons avec nous dans les vraies voix un ancien coureur du Tour de France, Pascal Chanteur. On a évoqué tout à l'heure la situation à Font-Romeu aussi, où l'étape du Tour d'Espagne a dû être annulée à cause de la foudre, des grêlons. C'est un périmètre très très vaste. Là, on va dire que les pompiers sont mobilisés sur tout un grand quart sud-ouest de la France. L'ensemble des sapeurs-pompiers qui sont
je dirais, impactés par les vigilances orange et jaune, voire rouge, mais on n'a pas de rouge, qui sont impactés par ces phénomènes météo, sont sur le pied de guerre. Et donc, bien évidemment, dans toutes les casernes et tous les départements où les sapeurs-pompiers sont prêts à intervenir, alors que ce soit sur les opérations d'épuisement, de dégagement de route. Donc, effectivement, nos effectifs, après les incendies que nous avons connus, maintenant sont sur le pied de guerre pour faire face à ces catastrophes climatiques, puisque c'est une catastrophe climatique avec des orages puissants qui vont se développer dans le sud-ouest de la France. Pascal Chanteur, justement. Non, juste tout à l'heure, j'ai félicité un grand nombre de personnes et je voulais encore une fois vous témoigner tout notre soutien pour tout le travail que vous faites auprès de la population et tous les secours que vous apportez à cette même population. Merci 1000 fois. Oui, c'est important. Hein. Les pompiers, évidemment, encore une fois, ça veut dire que finalement, toutes vos équipes, hein, hommes et femmes, bien sûr, sont non-stop sur le front. Depuis quoi ? Depuis juin ? Effectivement, mais on est sur le pont, je dirais, 365 jours par an. Là, effectivement, on a eu des feux, on a des inondations malheureusement qui vont se produire parce que c'est la période qui le veut. Mais parallèlement, on a toujours le secours à personne qui se déroule. On a des feux d'habitation, on porte secours aux personnes. Il y a des accidents de circulation. Je dirais que nos équipes sont systématiquement sur le pied de guerre, si ce n'est que quand on a des conditions météorologiques défavorables avec ces vigilances météo, on est un petit peu plus on fait un petit peu plus attention à ces phénomènes et donc on vérifie nos équipements. Nos personnels sont éventuellement mis d'astreinte et donc on fait face au fur et à mesure que les éléments se déchaînent sur les différents départements qui sont impactés. Ouais. Question, William Tay ? Moi, c'était plutôt dans la ligne de ce qu'avait dit Pascal. Ça veut dire que effectivement, il faut soutenir les pompiers parce que les pompiers sont là pour nous protéger. C'est important de les soutenir moralement, mais c'est important de les soutenir aussi politiquement et économiquement parce qu'aujourd'hui, on envoie les pompiers se battre contre des grands incendies, mais sans les moyens nécessaires pour qu'ils puissent assurer notre sécurité. Et quand on regarde notamment les dépenses qu'on a faites sur les questions environnementales, c'est-à-dire que chaque année, sur ce qu'on appelle la fiscalité environnementale, on prélève 50 milliards d'euros. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser, parce que les pompiers font face aux effets du dérèglement climatique, une partie de cette fiscalité pour donner davantage de moyens aux pompiers, leur acheter davantage d'équipements pour qu'ils puissent lutter efficacement contre les feux. Moi, je pense que ça ferait pas de mal d'avoir un peu moins de pistes cyclables et plus de moyens pour les pompiers pour qu'ils puissent aller se battre contre les grands incendies. Comment ça, moins de pistes cyclables là ? Il y a de la provocation là, Pascal Chanteur. William, tu veux pas te présenter à la place de Glucksmann ? Bon, oui, alors justement, Patrick Chavada, là, concrètement, il y a une situation de crise, les alertes, on en reparlera bien sûr à 19h avec Rémi André, parce que les orages sont encore annoncés, vigilance orange pour plus de 20 départements. Vous savez là concrètement de quoi peut être faite cette semaine pour toutes vos équipes. Est-ce que vous avez une marge en disant bah tiens là on pourra gérer 2 jours de repos, tout ça c'est impossible? Patrick Chavada. Oui, vous savez, on a des cellules d'anticipation dans les différents départements de France au niveau des cellules de crise et notamment au niveau des CODIS. Donc on est en lien étroit avec les météorologistes qui nous donnent les éléments à venir et ça nous permet d'ajuster notamment en fonction des prévisions météorologiques. Alors, on peut avoir des précisions sur des zones concernées. Effectivement, on ne peut pas dire que l'orage va tomber à tel ou tel endroit, mais on peut mobiliser nos effectifs et nos personnels et nos équipements sur des zones géographiques en prépositionnant ce qu'on appelle des groupes d'intervention, soit inondation ou soit polyvalent pour la partie dégagement de route. Et donc, dans les départements concernés, on a des prépositionnements, comme on fait pour les feux de forêt, avec des positionnements de véhicules. Alors, en règle générale, c'est les mêmes véhicules qui font les feux de forêt, qui font les inondations, parce que ce sont des véhicules qui sont tout chemin et qui peuvent passer sur des hauteurs d'eau qui sont un petit peu plus importantes. Mais on prépositionne des plongeurs, ce qu'on appelle des SAM, des secours aquatiques à nos villes, qui sont là justement pour porter secours en cas de besoin. Bon, alors, la situation, on va refaire un point. Antoine Dizy, donc, on est d'accord, en ce moment, sur tous les Landes, pas que, hein, la Haute-Garonne également. Exactement, la Haute-Garonne, et alors que la Haute-Corse et la Corse du Sud viennent de rejoindre les départements en vigilance orange ce soir de 23h à 4h du matin. Bon, alors, est-ce que au moment où on se parle, il est 18h quasiment 50, Patrick Chavada, est-ce qu'on peut parler d'une journée très très dure pour cette partie du Sud-Ouest sur les interventions que vous avez dû mener? Alors, je ne parlerai pas de journée très très dure, je parlerai d'une journée qui potentiellement est chargée. C'est un épisode météorologique a priori qui est assez rapide
Donc on risque de ne pas avoir des orages stationnaires qui provoquent d'énormes dégâts, mais par contre, ce sont des orages qui sont assez rapides, avec des pluies importantes, des vents violents, qui occasionnent des dégâts sur leur passage. Donc effectivement, nos effectifs sont sur le terrain. C'est une journée qui va effectivement, on va avoir un surplus d'activité lié notamment à ces orages. Est-ce qu'il y a des zones, on le rappelle, là, en ce moment, qu'il faut éviter, peut-être dans les Landes, des autoroutes encore fermées ou pas ? Non, alors actuellement, a priori, on a eu des tornades sur la région carcassonnaise, et donc le front orageux est en train de se déplacer du côté de Montpellier, et donc c'est une ligne orageuse qui se déplace tranquillement, et donc qui va arriver sur les régions du sud-est, donc la Provence, vraisemblablement cette nuit. D'accord, oui, dans le sens ouest-est, puisque tout à l'heure on l'a dit, Font-Romeu dans les Pyrénées, qui, je le rappelle, a vu son arrivée d'étape, la 3e du Tour d'Espagne cycliste, complètement annulée. Les coureurs étaient sous les grêlons, il a fallu les protéger. Voilà, merci beaucoup Patrick Chavada de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Les intempéries, encore une fois, prudence. Et puis Antoine Dizy, donc vous le rappelez, vous l'annoncez, il y a cette très belle initiative à Lacanau, front de mer de Lacanau Océan, la Grande Seine. C'est une participation libre et vous faites le don que vous souhaitez pour le concert solidaire avec Chef and the Gang. Vous nous rappelez les artistes qu'il y a, Antoine ? Alors exactement, il y aura Chef and the Gang, Doogie, Antidote et LHL en première partie. Bon, je les connais pas tous, mais vous les connaissez bien parce que vous êtes branchés, tout ça. Ouais. Merci. C'est sympa. Bon, alors justement, 17h30, dimanche 30 août, Antoine vous explique tout si jamais vous voulez savoir de quel artiste s'agit-il, parce que moi je connais un petit peu moins. Oui, vous vouliez dire, Antoine ? Non, je l'ai rappelé, c'était un événement Sud Radio quand même. Oui, bien sûr, mais c'est le plus important. Exactement. Voilà. Merci Antoine Dizy. Alors vous savez que vous nous avez donné une idée, parce qu'on a notre jeu qui arrive, et on va faire évidemment un grand blind test, puisqu'il y a un grand concert, et on va tester nos 3 vraies voix avec un de nos auditeurs du jour qu'on a. Ça sera Loïc de Toulouse. Oui, on n'est pas jeune, alors comment on va faire ? Voilà. Mais vous verrez, ce sera peut-être des chanteurs un peu moins jeunes. Voilà. Sinon, Antoine aurait gagné, bien sûr. Si les chanteurs morts, c'est bien. À tout de suite, on joue, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Bien, quelle émission, Vous avez vu, on est en pleine joute politique, mais on n'oublie pas évidemment la réalité du terrain avec ces beaux concerts dont on a parlé, notamment pour les sinistrés de la Gironde. Et donc ce très beau concert le 30 août avec Sud Radio partenaire, 17h30, dimanche 30 août sur le front de mer de Lacanau Océan, la Grande Seine avec plusieurs artistes. Alors les artistes justement, on se fait souvent un petit blind test à ce moment-là. Eh bien, on va jouer et un de nos auditeurs va donc défier nos 3 vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Vous voulez jouer évidemment avec nous, vous les auditeurs de Sud Radio. Vous allez voir, c'est très simple. Bonsoir, rebonsoir Loïc, puisque vous étiez avec nous tout à l'heure. Tout va bien ? Tout va bien. C'est vous que nous avons retenu pour... Alors écoutez, je vous dis clairement les données du problème. C'est-à-dire que le concert prévu le 30 août nous a inspiré. Donc ce sont des chansons autour de la forêt. D'accord ? Et il faudra trouver les interprètes. Alors, laquelle des 3 vraies voix est la meilleure dans ce domaine ? Je ne peux vous aider, Loïc. Simplement, faites un choix. Vous devez faire équipe, un duo, soit avec Déborah Schumann, que j'ai déjà entendu chanter d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. J'aime beaucoup chanter. Soit avec Pascal Chanteur, que j'ai déjà entendu chanter. Je chante qu'à une certaine heure. Voilà, c'est ça. Ou alors William Tay, qui est pas forcément du genre à chanter, mais non, bon, il y a un moment, il faut... Mais c'est pas utile pour le chant. Très bien. Alors, vous faites équipe avec Pascal, William ou Déborah, Loïc ? Eh bien, écoutez, Déborah, nous allons y aller. Allez, on y va. Voilà, Déborah. Bon. Et puis, Pascal, qui rêvait de faire équipe avec William, eh bien, ça y est. Je serai son ministre des Finances. Ou de la chanson. Alors, il vous voyait pas trop aux finances, mais bon, voilà. Des sports, alors, vous répondez le plus rapidement possible. Il faut trouver chanteur, le nom de la chanson, voilà, quoi. il faut trouver. J'arrive, arrêtez. Voilà, maintenant, elle a fait toutes les semaines l'émission, donc c'est elle qui mène l'émission. Donc elle est insolente. Non, pas du tout, pas du tout. Vous nous donnez l'interprète, d'accord ? L'interprète de ces chansons très connues. Celui qui répondra plus rapidement
permet à son duo de marquer un point. Le premier arrivé à 5 a gagné puisqu'il y a 9 extraits. Premier extrait. Alain Chamfort. Alain Chamfort. Loïc, vous avez bien choisi Déborah là, hein? Ah oui, là, visiblement. Bon, vous avez le titre de la chanson, C'est la Loïc? première, hein, nous enflammons. C'est Bambou. Donc dans la forêt, Bambou, il y a des. Voilà. Vous allez voir, j'ai décliné. Je suis allé chercher très loin. Hein. Ça m'a pris des heures. Ça, voilà, j'ai largement dépassé les 35 heures d'ailleurs. Attention. Deuxième extrait. Juliette Armanet. Oui, Juliette Armanet. Mais elle est très forte. William, viens à notre secours. Bon, Loïc s'est bien placé, hein. Ouais, Loïc est pas mal. Vous l'aviez, Loïc, ou pas? Ah, pas du tout. Pas du tout, ouais, donc c'est bien. Bon, Pascal et William, va falloir marquer maintenant. Attention, on va marquer à la culotte. On va pas marquer un but, là. Troisième extrait. Dans le petit bois de trousse chemise. Aznavour. Aznavour. Oui, Aznavour. Mais c'est Déborah Schumann qui a été la plus rapide. Qui est la plus rapide. Ah oui. Loïc, vous êtes tranquille, vous, hein, finalement. Je joue toute seule, en fait. J'ai placé mes pions, maintenant j'attends. Bon, ça fait 3 points. Encore 2 et vous avez gagné. Mais c'est pas encore fait. Qui chante ça? Yann Folly. Oh là, Yann Folly. Mais qu'est-ce que vous avez mangé, vous? Vous n'avez pas... C'était à l'université, écouter la musique. En fait, j'écoute de la musique tout le temps. Bon, balle de match, hein. C'est comme Arthur Fils hier. Bravo à notre Français, hein, qui a gagné premier Master 1000 depuis des années. Attention, balle de match, mais rien n'est encore fait. Qui chante ça? Il y avait des arbres, des coteaux, des châteaux, et dans le ciel des Traînait. Voilà. Et Loïc aussi l'a dit. Loïc, vous l'avez dit, Traînait aussi, hein? J'avais celui-là, mais c'est du tout. Ah, d'accord. Bon, vous avez gagné 5-0 tous les deux. Voilà. C'est ce qu'on appelle tuer le game. Hein. Ah ouais, là, franchement. Alors, et cette belle chanson, Il y avait des arbres de Charles Trenet. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Laissez trouver à Loïc celle-ci. Uniquement à Loïc. C'est gagné, de toute façon. Hein. Qui chante ça, Loïc? C'est un jeu de mots. Moi, je sais pas. Alors, un jeu de mots avec le oui, nom de famille. Mais elle est terrible, hein, parce qu'en plus elle sait, parce que en fait oui, ce n'est pas une chanson sur la forêt, mais la chanteuse s'appelle Marie Laforêt. Elle est drôle celle-là. Bah oui. Non mais en fait avec William on est bien trop jeunes. Ouais. Alors maintenant uniquement pour Pascal et William, uniquement pour cette équipe. Tu sais que j'en ai connais juste aucune là. Qui chante ça? L'arbre va tomber. Ah, Cabrel. Ouais, voilà, ils l'avaient tous. Ouais, alors bon, allez, on vous met un point. Et là maintenant. Comme un arbre dans la ville. Ah si. Comme un arbre dans la ville. J'ai grandi loin des futaies. Non, pas Fugain. Loïc. Maxime. Le forestier. Le forestier. Et enfin, la dernière. Véronique Sanson. Rien que de l'eau, Véronique Sanson. Merci. Bravo Loïc, vous avez choisi la bonne candidate. Je ne l'avais jamais vu gagner comme ça. Oui, redoutable. Bravo Merci. Déborah Schumann. Merci. Bravo Pascal Chanteur. Bravo William T. Vous avez été magnifiques tous les deux, les trois vraies voix. Du blind test. La Pogacar du blind test. Allez, dans Et un j'ai gagné la instant. semaine dernière avec les politiques. Hein. Dans un instant, les infos et surtout solidaires avec les sinistrés des feux de forêt et le concert le 30 août, Sud Radio. Vosfactures.fr